tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Take Control Now. Depuis un petit moment on ne s'est pas parlé, toi et moi, moi à toi, et ça me fait hyper plaisir de reprendre ce micro. Dès la semaine prochaine, le podcast il va partir sur un rythme de un épisode par semaine. De temps en temps ce sera des interviews, de temps en temps ce sera moi en solo. Je suis en train de faire un build-in public avec une application, donc plein de choses à échanger avec toi. Et je te propose, pour commencer, une nouvelle interview avec Thibaut Gemme. Thibaut, c'est le responsable du Wagon. Le Wagon, c'est une école de code à Lausanne. Et Thibaut, il a un parcours incroyable. Il a réussi à trouver un équilibre entre vie perso, sport, famille, travail, entrepreneuriat, projet perso et employé. Enfin, il a fait plein de trucs. Et moi, ce qui me passionne le plus dans son parcours, c'est vraiment l'équilibre qu'il a réussi à trouver. Du coup, sans plus attendre, je te propose de découvrir ce parcours et de rencontrer Thibaut. Et je te dis déjà à la semaine prochaine. Ciao, ciao! Salut Thibaut, comment vas-tu? Très bien, et toi? Bien, merci. Je te propose de te présenter en 2 minutes. Qui es-tu et que fais-tu? Ok, donc je m'appelle Thibaut Gemme. Je suis français, j'ai fait mes études en région parisienne. J'ai beaucoup voyagé en France quand j'étais petit. Et il y a 4 ans, j'ai décidé avec ma compagne de venir vivre en Suisse, à Lausanne. Et en ce moment, je suis responsable du Wagon, donc l'école de code, à Lausanne et à Zurich. Et en parallèle, j'ai d'autres activités dont on pourra parler pendant le podcast, j'imagine. Ok, top. Alors, je te propose qu'on commence par le tout début. Tu rêvais de faire quoi quand tu étais petit? C'est une bonne question. Je pense que ça dépend des âges. Mais assez vite, j'ai toujours dit à mes parents que je voulais être PDG dans la vie. Donc en fait, c'est assez facile d'être PDG. Il suffit de monter une structure et puis on est CEO. On voit beaucoup ça sur LinkedIn. Donc voilà, c'était vraiment ce qui me plaisait. Je pense un peu avoir les manettes, un peu être proactif dans sa vie. Ce qui est un peu le thème de ton podcast, si j'ai bien compris. Oui, un petit peu, oui. Et ça m'a jamais vraiment lâché. Après, tu as différentes aventures, tu vois, dans une vie. Et donc, tu es PDG ou parfois, juste, tu contribues à un projet, tu vois. Mais c'est vraiment un truc qui m'anime de dire comment est-ce que je fais pour créer des choses, apporter de la valeur, faire changer et tout ça, quoi. Donc, depuis tout petit. Ouais. Trop bien. J'adorais, par exemple, jouer au Lego, tu vois. Bon, je pense qu'il y a plein d'enfants qui adorent jouer au Lego, mais c'est vraiment un truc qui m'a toujours animé de construire des choses, quoi. Ok. Et dès le moment où tu avances un petit peu, tu rentres à l'école. Et du coup, ça s'est passé comment ta scolarité? Ça s'est bien passé. J'étais assez à l'aise avec toutes les matières scolaires, si tu veux. Beaucoup les trucs de logique, genre les sciences. J'ai pas su très tôt ce que je voulais faire en termes d'industrie, tu vois, par exemple, ou même de spécialisation. Donc j'ai un peu, en France, je sais pas si tu sais comment ça se passe, mais tu as une voie un peu générale, où tu fais ton baccalauréat donc, en sciences, ensuite tu fais une prépa, ensuite tu fais une école d'ingénieur ou une école de commerce assez généraliste. Et ensuite, si tu continues et que tu n'as toujours pas choisi dans ta vie, tu fais du conseil, etc., etc. Donc j'ai suivi cette voie-là pendant assez longtemps. Et puis en fait, au milieu de l'école d'Inge, je me suis dit, ok, bon là, tu sais vraiment pas vers quoi tu veux t'orienter. Et puis c'est bientôt la fin, donc il va falloir choisir. Donc j'ai pris une année sabbatique. Et puis je suis allé tester différents trucs, en fait. Et je pense que ça, c'est une bonne manière de savoir ce qu'on veut faire dans la vie, c'est d'aller tester et d'essayer et de se dire, ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça j'ai envie de creuser, etc. Je sais pas si je réponds à ta question. C'est parfait. On va revenir sur justement tous ces tests que tu as pu faire. Donc, tu viens de le dire, tu as fait tes études qui ont duré plus ou moins longtemps. Tu arrives au début de ta vie professionnelle. Et là, comme tu le mentionnes, tu as pris une année où tu as pu partir tester plein de choses. Et du coup, pendant cette année, qu'est-ce que tu as pu faire et qu'est-ce que tu as pu découvrir? Ouais, donc au milieu de l'école d'Inge, au bout des 2 années sur 3, j'ai pris une année de césure. Une année, pas sabbatique parce que j'ai quand même bossé, tu vois, mais une année off pour aller tester des trucs. Je suis allé bosser dans la finance à Paris, à La Défense. Donc j'ai fait ce qu'on appelle de la corporate finance, donc aider les sociétés à faire des augmentations de capital, des introductions en bourse, des choses comme ça. Le milieu m'a pas plus
plus que ça, même m'a pas plu du tout. Le milieu des bankers, où tu bosses sans compter les heures et où tu as vraiment une hiérarchie très, très, très poussée. Donc j'ai fait ça un petit moment, ensuite j'ai testé la finance de marché, et ensuite j'ai eu la chance d'aller tester aussi l'entrepreneuriat. J'ai changé du tout au tout, donc au bout de 6 mois, je suis parti en Chine, dans une toute petite boîte. Et là, j'ai pu toucher à plein de choses, et je me suis dit, ok, c'est vraiment cette voie-là qui me plaît, de vraiment être un peu couteau suisse. J'étais encore très jeune, hein, mais j'avais déjà beaucoup de responsabilités. J'ai pu tester plein de choses, et ça m'a beaucoup plu. Et ensuite, je suis retourné à l'école, la dernière année de l'école, mais avec un mindset complètement différent parce que ça y est, j'avais trouvé, tu vois, un peu dans quelle direction démarrer. Donc quand tu dis direction, c'est l'entrepreneuriat. Pas forcément le secteur, pas forcément quelle activité, mais c'était créer, construire tes... Ouais, exactement. Je m'étais rendu compte pendant cette année off que j'étais plus à l'aise dans les petites équipes, où les rôles étaient peut-être un peu moins définis et où tu pouvais toucher un peu à tout. Et où tu pouvais beaucoup exercer aussi ta logique. Enfin, c'est beaucoup du bon sens, tu vois, faire du business ou de l'entrepreneuriat. Et aussi dans une logique où tes actions ont des conséquences dont tu vois les effets assez rapidement. Et je pense que ça, c'est un truc qui va à tout le monde, mais moi, je sais que je fonctionne beaucoup comme ça, où j'aime bien avoir les résultats de ce que je fais assez rapidement, ce que je retrouve aussi beaucoup dans le coding. Oui, je peux confirmer. Top, du coup, dès le moment où tu as trouvé un peu ta voie, tu finis ton école d'ingénieur et direct tu te lances. Ouais, alors la 3e année à l'école d'Inge, on devait choisir une spécialisation. Donc il y avait une majeure et une mineure, si tu veux. J'ai pris une majeure, on s'en fout. J'ai pris une mineure entrepreneuriat. J'ai eu la chance d'avoir un très bon prof principal, si tu veux, Éric Langroni, un multi-entrepreneur français de l'école, qui avait fait l'école aussi, très inspirant. Et en fait, ma 3e année, ça a été surtout ses cours à lui, avec tous les autres entrepreneurs qui faisaient intervenir, plus un projet entrepreneurial avec un copain de l'école, où on a décidé en fait de lancer une start-up qui tournait autour de la mobilité verte. Et en fait, ce qu'on faisait concrètement, c'est qu'on s'occupait de vendre et de maintenir des scooters électriques pour tous les gens qui faisaient de la livraison en région parisienne. Donc des restos genre Pizza Hut, etc., qui font de la livraison de repas, des coursiers qui livrent des plis, des colis, et on avait même vendu à des mairies en région parisienne, etc. Top. Super première expérience, si je comprends bien. Ouais, alors première expérience d'entrepreneuriat pour moi, pas première expérience Oui. de travail, mais première expérience d'entrepreneuriat. On était très jeunes, on avait plein d'idées, on avait plein d'énergie, on a fait pas mal de trucs en un peu plus d'une année, mais beaucoup d'erreurs, beaucoup d'apprentissage du coup, et puis des erreurs en fait de conception qui ont fait qu'on a décidé d'arrêter au bout d'un an avec mon associé. Mais une expérience très positive. Plus elle s'éloigne, plus elle devient positive, si tu veux. Top. Et du coup, si je ne me trompe pas, tu as passé cette année, donc, comme tu l'as dit, à apprendre beaucoup de choses, à faire plein d'erreurs et du coup à réitérer pour apprendre encore plus. Vous décidez de mettre un terme à l'aventure et après, il se passe quoi? Donc, tu es jeune, tu as fait une première expérience dans l'entrepreneuriat et après, tu fais quoi? Ouais, donc on a perdu quand même un petit peu d'argent avec mon collègue là. Donc moi, je donnais beaucoup de cours de maths, de physique, etc. Tout est passé dans la start-up, mais au final, c'est le jeu aussi. Donc j'avais plus beaucoup d'argent. Je devais trouver un taf quand même pour manger et puis pour rentrer dans la vie active, si tu veux. Et je me suis dit, plutôt que d'aller chercher n'importe quel taf, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre? Qu'est-ce qui n'a pas vraiment bien marché dans la startup, tu vois? Et une des raisons pour lesquelles je pense on n'a pas bien marché ou on aurait pu marcher mieux dans cette startup, c'est qu'on était tous les deux ingénieurs et qu'on n'avait pas trop ce sens de la vente. Et je me suis dit, ok, voilà, c'est ça la prochaine compétence clé qu'il faut que tu apprennes, c'est vraiment apprendre à vendre. Alors on avait pas mal vendu quand même dans la startup, avec le recul, je me dis que c'était pas si mal. Mais donc je me suis dit, voilà, tu vas chercher un boulot où tu vas apprendre à vendre. Donc j'ai fait des postulations pour plein de trucs. J'ai fait jouer un peu mon réseau aussi de l'école et le réseau de la filière entrepreneur de Centrale. Et j'ai même essayé de chercher des jobs de vendeur, mais vraiment de base, quoi. Enfin, de base. C'est pas
hautain que de dire ça, mais des jobs de vendeur, tu vois, en boutique ou dans des corners, dans des trucs genre Manor, etc. J'ai postulé un peu partout, j'ai fait beaucoup de postulations et au final, j'ai trouvé un job de vendeur dans l'IT pour un intégrateur de solutions e-commerce. Donc en fait, tu avais une agence, on appelle une SS2I, qui installait pour des grands clients, genre, je sais pas, on avait Swatch comme client, on avait, je sais pas, c'est comme si tu vas faire le e-shop de, je sais pas, On Shoes ou des choses comme ça, tu vois. Et donc, la boîte, elle faisait ça, elle mettait en place des sites e-commerce pour des clients. Et moi, j'étais vendeur, donc j'allais voir tous les prospects et les clients et je leur proposais des solutions, on répondait à des appels d'offres, etc. Donc ça, c'est une aventure qui a duré quelques années. Ouais, alors c'est une aventure qui s'est transformée. J'ai eu la chance que le patron de cette boîte-là était un entrepreneur aussi, forcément, et assez intelligent, et puis on s'entendait bien. Et il a compris que c'était une étape pour moi en fait d'apprendre la vente, mais que j'étais aussi intéressé par plein d'autres choses, notamment le côté business et le côté entrepreneurial. Et tous ces clients qu'il avait, en fait, ils avaient des e-shops, on leur construisait des e-shops, mais après ils ne savaient pas vendre sur leur e-shop, ils ne savaient pas faire de marketing digital, ils ne savaient pas faire je sais pas, de test A/B, d'emailing, de Google AdWords, de tous ces trucs-là. Et donc il y avait une vraie opportunité à dire, maintenant qu'on t'a construit ton e-shop, on va aussi t'aider à faire des ventes sur ce e-shop. Donc avec ce patron, Christophe Claudel, il s'appelle toujours, on a décidé de monter une société fille, si tu veux, à la boîte qui construisait les e-shops. Et on est parti dans une aventure entrepreneuriale tous les deux, avec une autre personne en plus. Et donc cette aventure de vente, puis ensuite entrepreneuriat ou intrapreneuriat, si tu veux, elle a duré un peu plus de 4 ans. Ouais. Ouais, donc ça, c'était entre 2010 et 2013. Oui, j'ai exactement. Bien vu. Ouais. Et du coup, là-dessus, je reviens juste. Pour toi, est-ce que c'est la même chose ou bien c'est autant épanouissant pour toi de faire de l'entrepreneuriat ou de l'intrapreneuriat? Alors, ouais, j'en ai profité pour boire un coup. C'est une bonne question. En fait, avec le recul, je pense que l'intrapreneuriat, c'est pas vraiment du vrai entrepreneuriat parce que tu as moins de risques, tu as un filet et en fait, c'est plus facile de justement prendre des risques, de faire des actions, etc. et de se lancer dans une direction parce que tu es déjà un peu guidé. Mais je pense que c'est un bon moyen de franchir le cap. Ça, c'est sûr. Après, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais j'étais quand même au capital de la boîte. Mais c'est vrai qu'on avait cette société à côté qui nous aidait, qui a payé mon salaire pendant un certain temps, qui nous amenait des clients, etc. Donc c'était plus facile. Et c'est comme tout, quoi. En fait, quand les choses sont faciles, t'apprends moins que quand les choses sont très difficiles. Et par rapport à ma première aventure entrepreneuriale avec les scooters électriques, là, la marche était moins haute. Okay. Et donc j'ai peut-être un peu moins appris, mais c'était quand même assez intéressant. Ouais. Je pose la question parce que souvent, si je parle par exemple du podcast, des fois on me dit ah oui, mais du coup la seule façon de pouvoir être proactif ou de tester des choses ou de faire des choses, c'est de soit devenir indépendant ou de lancer son propre truc, alors que je suis assez convaincu que tu peux quand même faire plein de choses quand tu es en interne dans une boîte, dans une structure, ou bien quand dans ton statut actuel, tu peux quand même faire bouger beaucoup de choses. Et typiquement, l'entrepreneuriat, c'est une des possibilités, je pense, pour creuser en fait ça et voir si ça te plaît ou pas. Et peut-être que tu peux faire toute une carrière là-dedans et ça va très bien aussi. Ça dépend, je pense, après. Ouais, clairement. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi. Et je pense, là, on parle de vie professionnelle, mais en fait, le fait d'être proactif, de faire bouger les choses, c'est vrai dans toutes les facettes de ta vie. Oui. Et tu peux être plus ou moins impliqué dans chacune de ces facettes, ou plus ou moins autonome dans chacune de ces facettes, aussi en fonction de la période de ta vie dans laquelle tu es. Ouais. Totalement d'accord. Je parle souvent du côté professionnel, vu que c'est ce qui prend souvent la plus grande partie de temps, en tout cas pendant la plupart de ta vie. Mais c'est vrai qu'à côté, que ce soit dans tes relations, dans la gestion de tes avoirs, enfin de tout, tu as entièrement raison, où tu peux être proactif dans tous ces domaines.
Donc, cette aventure, pour revenir un peu au parcours, cette aventure, elle dure 4 ans. Après ces 4 ans, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a la fermeture, le départ, il s'est passé quoi? Ouais, donc 4 ans où j'ai beaucoup appris, je me suis bien épanoui, pardon, j'ai beaucoup travaillé, euh, où on est passé par plein de phases. Et en fait, je pense que j'en avais un petit peu marre. J'étais un peu, on parle de burn-out, etc. Bon, c'était pas un burn-out, mais j'étais un peu fatigué, si tu veux, de ce cycle que tu as beaucoup quand tu fais du B2B et que tu as une petite structure qui est aller chercher tes clients, faire la prestation, retourner chercher des clients, refaire la prestation, etc. etc. Et tu vois plus trop la fin, on en a parlé un peu la dernière fois, mais tu as l'impression d'être un peu le rat qui court dans sa roue. Et, euh, et tu te dis, mince, mais où est-ce qu'on va? Donc on a essayé des trucs avec mes associés, de changer des trucs, de transformer, etc. Mais finalement, c'était pas la bonne solution pour moi, et donc j'ai pris la décision d'arrêter. Donc j'ai revendu mes parts à mes associés, et la boîte existe toujours. Toujours à peu près la même taille et une bonne petite société de conseil, si tu veux, spécialisée en stratégie digitale. Et j'ai arrêté et je me suis dit, ok, c'est peut-être le moment de faire un peu une respiration. Tu as beaucoup bossé pendant 4 ans. Entre mon aventure entrepreneuriale et le début de mon job, j'ai pas eu quasiment de stop. Donc ça faisait quasiment 5 ans que je bossais un peu non-stop, sans trop prendre de vacances. Enfin, tu sais ce que c'est si tu es freelancer ou quand tu es entrepreneur. Souvent, tu prends pas beaucoup de vacances. Et donc j'ai fait un petit break. Je suis parti en vacances. Je suis allé avec mon frère en Indonésie. Et puis j'ai continué, j'ai voyagé, etc. Mais au bout d'un moment, c'est cool les vacances, c'est cool d'être tranquille, etc. Et de ne plus avoir de charge mentale. Mais au final, tu as l'impression de contribuer un peu à rien. Donc je me suis remis à une activité un peu légère. J'ai fait du consulting en indépendant, toujours sur les mêmes concepts et les mêmes choses, les mêmes compétences que je maîtrisais. Et j'ai essayé de trouver des missions sympas qui me faisaient voyager ou qui me faisaient rencontrer des trucs que j'avais jamais vus. Et donc j'ai bossé à plein d'endroits. J'ai bossé aux États-Unis, j'ai bossé à l'île Maurice, j'ai bossé en Inde, j'ai bossé à plein d'endroits différents. Très enrichissant. Et ça m'a tellement plu que j'ai fait ça pendant 3-4 ans encore. Et, donc, comme tu le dis, tu cherchais beaucoup la découverte, le voyage, des nouvelles expériences. Faire autant d'endroits, et souvent, je pense, plus long que juste quelques semaines de vacances comme la plupart des gens peuvent faire. Je pense que tu as beaucoup grandi en fait aussi de ces expériences de voyage. Ça t'a apporté quoi Ouais. majoritairement? Ouais, alors là, pour le coup, quand j'ai fait ça, je cherchais pas forcément à apprendre. C'était pas mon leitmotiv ou mon envie principale, c'était plutôt de découvrir, kiffer, quoi, en gros. Et, euh, et donc, j'allais pas à l'endroit où j'allais le plus apprendre, j'allais plutôt à l'endroit où je me disais, bon, là, ça va être cool, je vais rencontrer des gens sympas, c'est un endroit que je connais pas, je vais pouvoir découvrir cette partie-là, voyager, voilà. Euh, et au final, ça m'a appris pas mal de choses. Déjà, ça apprend à être très adaptable. Parce que quand tu dois te déplacer tous les 3 mois, par exemple, être dans un nouvel endroit, trouver où tu veux les cercles pour faire des contacts sociaux, comment tu vas bosser, où est-ce que tu vas habiter, qu'est-ce que tu vas faire comme sport, qu'est-ce que tu vas découvrir, tous les week-ends aller se motiver pour faire un truc nouveau, etc. Ça t'apporte ça, d'être très adaptable. Mais après aussi, d'une certaine manière, t'es un peu déraciné. Alors c'est pas très grave quand t'es jeune et que tu te fais vite des copains et tu t'aimes bien faire la fête ou t'aimes bien le sport, etc. Mais au bout d'un moment, tu te dis quand même, ok, je m'amuse, mais je construis pas grand chose. Donc au bout d'un moment, ça te rattrape un peu aussi et tu te dis, ok, maintenant que j'ai vu plein de choses, je suis peut-être mieux capable de faire des choix et de me dire où est-ce que je veux construire quelque chose. Ok, trop bien. Donc ça nous amène donc à fin de 2017, fin 2018 à peu près, si je ne me trompe pas dans les dates. J'ai essayé de prendre des notes. Et à ce moment-là, donc, tu as donc, ce besoin un peu de retrouver quelque chose. Et du coup, il se passe quoi pour que tu changes en fait et que tu trouves quelque chose où tu es plus aligné? Ouais. Alors, ouais, c'était même peut-être un tout petit peu avant, c'était en 2017, je pense. Euh, J'étais toujours dans cette période de freelance et j'avais déjà cette envie de construire quelque chose. Et j'ai eu une opportunité géniale d'une boîte avec qui je bossais en freelance qui voulait aller s'implanter en Amérique latine, qui avait
C'était une très bonne PME française avec très forte croissance qui avait des bureaux un peu partout dans le monde, sauf en Amérique latine. Et ils voulaient vraiment devenir une boîte internationale et ils n'avaient pas ça. Et ils m'ont dit, Thibaut, est-ce que ça te branche d'aller en Amérique latine et développer pour nous l'activité là-bas ? On va faire ça par croissance externe. Donc, on va acheter une boîte là-bas et puis on va reprendre la boîte, la restructurer, développer, ouvrir d'autres bureaux un peu ailleurs, etc. Et j'ai dit, franchement, c'est une super opportunité, il ne faut pas la laisser passer. C'est comme, moi, je fais beaucoup de surf, donc parfois, tu as une magnifique vague qui arrive, bah tu la prends, quoi, tu vois. et j'ai pris cette vague, je suis très content de l'avoir prise. Mais en fait, c'était un peu contradictoire avec mon envie de m'installer quelque part et de commencer à construire quelque chose quelque part. Parce que je suis parti au Brésil, dans une grande ville qui s'appelle São Paulo, immense mégalopole, et en fait, c'était pas du tout l'endroit où je voulais m'établir. Par contre, d'un point de vue professionnel, j'ai énormément appris, mais d'un point de vue vie perso, construction d'une famille ou d'une vie, etc., c'était pas du tout l'endroit où je me projetais. Et donc, pareil, je me suis encore fait rattraper un petit peu. Au bout d'un an et demi, j'ai dit, OK, j'ai beaucoup appris. J'ai aidé cette boîte à établir leur territoire latin-américain, je sais pas comment on dit, en Amérique latine. Et j'ai décidé en commun accord avec les patrons de l'époque, de passer le flambeau et de revenir vivre en Europe. Donc là, tu reviens en France ? Ouais, je reviens à Paris. Je bosse toujours pour cette boîte-là, en freelancing, sur des missions un peu moins stratégiques, on va dire. Et aussi, en même temps, j'avais rencontré Hélène, donc, qui est ma compagne, avec qui on commençait une histoire à deux, et puis ça se passait super bien, et puis on a emménagé ensemble à Paris, et puis la vie a continué son cours, et puis j'avais d'autres... tu sais, t'as parfois le curseur beaucoup vie professionnelle, parfois un peu vie perso, parfois sport, parfois famille, tu vois ce que je veux dire ? Oui, donc totalement. là, le curseur, il était plus vie perso et épanouissement personnel et dans une relation à deux, etc. Et du coup, alors, tu viens de finir ton aventure un peu de digital nomade, si je prends ce terme-là, même si c'était pas tendance, je crois, dans ces années-là, ou moins qu'aujourd'hui. Tu finis un peu ton tour, tu reviens en France, et là, ton focus plus vie perso, famille. Et par contre, à côté, te connaissant un petit peu, à partir de quel moment tu te dis il faut quand même que je refasse quelque chose, et puis qu'est-ce que tu entames pour relancer la machine ? Ouais, bonne question. Alors déjà, merci de remettre un peu de l'ordre dans ce que je dis, parce que je sais que je pars un peu dans tous les sens, et c'est très bien de restructurer. Et allez voir sur LinkedIn si vous voulez savoir les vraies dates, etc. Mais ouais, donc je reviens à Paris, et c'est le début de mon histoire avec Hélène, qui est ma femme et avec qui on a aujourd'hui presque 2 enfants. Le prochain est peut-être... J'ai eu le téléphone à côté parce qu'il est en route bientôt. Moi, j'ai déjà dans la tête de pas forcément rester à Paris, parce que c'est un peu la même chose que São Paulo dans une moindre mesure, mais c'est une grosse ville qui bouillonne et avec beaucoup de stress et peu d'accès à la nature, une qualité de vie un peu moyenne selon moi. Et donc j'ai déjà dans la tête de me dire ok, je veux aller ailleurs. Au début, l'idée c'est d'aller en province, donc rester en France mais dans une ville un peu moins grosse avec une meilleure qualité de vie. Et donc là dans ma tête, l'idée c'est de dire ok, quelles sont les compétences qu'il faudrait que j'acquière pour vraiment être adaptable et pouvoir trouver n'importe où, si je veux aller vivre à Lille, à Lyon, à Bordeaux, à Rennes, à Nantes, tu vois. Qu'est-ce que je pourrais augmenter dans mon profil, entre guillemets. Et aussi, derrière la tête, j'ai toujours cette idée de quand j'avais ma société de conseil là, en stratégie digitale, où j'étais assez bon sur la partie marketing, assez bon sur la partie vente, mais sur la partie technique, j'étais vraiment pas au niveau. Et j'avais l'impression d'avoir juste un vernis, mais de ne pas pouvoir mettre les mains dans le cambouis, faire du code, comprendre ce que disent les développeurs pendant les réunions techniques, etc. Et donc toujours ça m'avait toujours un peu frustré, d'autant plus en ayant fait une école d'ingénieur. Donc me dire, ok, ça serait vraiment une compétence cool. En plus, c'était et c'est toujours, je pense, très en vogue, de dire, ok, les personnes tech,
il y avait toute l'histoire de la Silicon Valley, des entrepreneurs à succès. On voit tous les Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, etc. C'est que des nerds qui ont fait les trucs dans leur garage avec leurs mains à coder, à machin. Et donc, c'est en vogue. Et puis, je sens que ça va vraiment me servir, tu vois. Et donc, je me dis, bon, pour préparer la suite, l'idée, ce serait d'apprendre ça comme compétence. Et j'ai la chance de tomber sur le wagon qui a été monté par 3 personnes, dont un gars qui était à l'école avec moi, Boris, qui était dans ma promo à l'école d'ingé. Et je vois passer de temps en temps des posts sur LinkedIn. Je suis un peu leur aventure entrepreneuriale et je vois que c'est une école qui a l'air de vraiment bien fonctionner avec un système d'apprentissage un peu nouveau, basé beaucoup sur l'activité, le fait d'être actif et pas passif, et aussi dans un temps assez court, ce qui me va très bien. Donc de fil en aiguille, je me laisse convaincre et puis je prends un été pour faire un coding bootcamp, comme on appelle, et aller apprendre à coder pendant 2 mois d'été. Et voilà, et j'en sors transformé. Vraiment, j'ai vraiment adoré ces moments-là. Et je me suis dit, ok, t'as vraiment aimé ça, ça vaut le coup de pousser plus loin. J'étais assez libre encore, j'avais encore ma boîte de freelance qui avait des liquidités, je pouvais me verser un salaire en même temps que je faisais autre chose. Donc j'ai décidé de continuer à apprendre dans le domaine du coding et je suis allé chercher un job de développeur web. Et j'ai eu la chance de trouver assez rapidement, grâce à l'aide justement des gens du wagon aussi. Et j'ai bossé pendant 1 an comme développeur web en France pour continuer à apprendre, évoluer dans ce milieu-là, voir en vrai qu'est-ce que c'était et en vrai de bosser dans une équipe tech, qu'est-ce que ça fait. Et c'était des moments vraiment, vraiment top. D'un point de vue financier, c'était pas du tout intéressant ce que j'ai fait, mais on s'en fout en fait. Ce qui m'intéressait, c'était d'apprendre, découvrir de nouvelles choses et me créer. En fait, quand tu es entrepreneur aussi, c'est un peu ça, c'est te créer un profil qui te permet de toucher à tout. C'est ce que j'allais dire avec le code, la vente, le marketing. Tu as un peu les casquettes qu'il te faut pour lancer un peu ou tester n'importe quel produit digital et pouvoir en fait l'amener un peu où tu veux, vu que tu n'as pas besoin de sous-traiter une des parties en tout cas au début, donc c'est assez cool je pense. Ouais, clairement. Pas besoin de sous-traiter, ou si tu sous-traites, tu sais choisir les bons sous-traitants, exact, entre guillemets, ou les bonnes personnes avec qui te mettre. Mais ouais, et puis il y a plein d'autres facettes au-delà de ça. Il y a toute la partie finance, compta, admin, toute la partie management aussi, que tu apprends sur le tas, mais que j'ai apprise aussi grâce à mes différentes expériences. Tu vois. Ouais. Ouais. Donc là, on arrive fin 2017, début 2018, je crois. Ouais, exactement. J'ai fini l'école, donc le wagon, j'ai fait été 2017. Okay. Et après, j'ai bossé jusqu'à l'été 2018. Ouais. Et là, donc, fin d'un premier chapitre de développeur. Exactement. Et toujours ce besoin, si je ne me trompe pas, donc tu es à Paris, de du coup bouger pour une meilleure qualité de vie. Ouais, exactement. Donc en parallèle de cette partie, le wagon, donc le bootcamp et bosser en tant que développeur, avec Hélène, on avait déjà formulé le projet d'aller vivre ailleurs. Et on avait commencé à visiter un peu différents endroits. Donc on est allé, de mémoire, on est allé à Lyon, on avait des copains, on est allé à Bordeaux, on avait des copains aussi. Elle vient d'Alsace, donc on connaissait bien la région. Et puis on est allé aussi dans la région d'Évian, Thonon, Évian, Annemasse, Genève, comme ça. On avait des potes. Et en allant dans cette région-là, on a fait le tour du lac et on est tombé sur Montreux, Vevey, Lausanne, etc. Et ça nous a vraiment fait comme un coup de cœur. On s'est dit waouh, mais c'est génial, on ne connaît pas bien ici, qu'est-ce qui se passe? Donc on a essayé de voir un peu les gens qu'on connaissait qui habitaient là-bas ou qui avaient habité là-bas. On a fait des calls avec eux, on est retourné voir, on a fait un peu en mode projet, tu vois. Et on s'est laissé séduire, on s'est dit mais c'est vraiment là qu'on a envie d'habiter. Bonne qualité de vie, il y a l'air d'avoir quand même de l'activité. Pour nous, c'était à l'époque très, 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 très proche culturellement de la France. On avait un peu l'impression que c'était la France. On y reviendra peut-être. Et puis, moi, avec mon profil un peu caméléon, entre guillemets, j'avais pas trop peur d'aller n'importe où. Et Hélène, qui bossait à l'époque dans l'industrie pharmaceutique, c'était un très bon endroit pour trouver du boulot. Donc on s'est dit,
ok, on tente l'aventure, on se donne 6 mois, 1 an pour aller là-bas, pour trouver chacun un truc à faire là-bas et déménager là-bas et puis voilà, et puis tenter l'aventure et puis larguer ce qu'on a en France et on y va quoi. Sans se dire on y va pour 1 an ou on y va quoi. On dit on y va. Ouais, c'est le. Enfin, je pense que c'est le flow. Au fait, t'arrives à un moment, tu décides de faire un truc. Au pire, tu sais que tu peux toujours faire revenir ou faire un changement, mais tu y vas à fond. Ouais, ouais, et je pense ça c'est aussi l'expérience du Brésil. Donc quand je suis parti au Brésil, je me suis dit ok j'y vais pour 1 an et si ça me plaît pas, je rentre. Et c'était dealé avec les gens, enfin mes boss de l'époque. Et en fait, je pense que quand tu pars dans cette optique-là, ben tu pars toujours avec un petit truc qui te retient, comme si tu avais un peu un frein à main qui n'était pas complètement desserré, tu vois. Ok. Et la voiture elle avance moins bien. Et du coup, au Brésil, je dormais dans des Airbnb, par exemple, tu vois. Et j'ai jamais pris un appart full-time avec un vrai bail à mon nom, où ça t'engage, etc. Et au final, tu es un peu entre deux eaux. Je revenais beaucoup en France, je revenais tous les 3 mois en France parce qu'il y avait le comité de direction, etc. Mais c'était aussi une excuse pour voilà, pas couper avec ma vie d'avant. Et je pense que quand on a eu ce projet de partir en Suisse, finalement, à Lausanne, dans ma tête, je me suis dit, refais pas l'erreur que tu as fait au Brésil. Te dis pas, j'y vais que pour 1 an et puis ça se passe bien, pas bien, je reviens. Non, t'y vas, tu fais tout à fond. Et puis si ça se passe pas bien, ça se passe pas bien. Et puis si ça se passe bien, ça se passe bien. Et puis on verra. Mais vas-y en mode, tu commit, t'y vas à fond et tu vois ce qui se passe. Top. Donc, tu arrives en Suisse. Comme tu as dit, Hélène, elle était dans un domaine assez porteur en Suisse. Donc, si je ne me trompe pas, elle a trouvé assez facilement. Et toi, du coup, à ce moment-là, avec ton profil couteau suisse, comme tu dis, tu fais quoi? Ouais, donc en effet, Hélène, elle a trouvé assez rapidement. Je crois qu'on s'est décidé vers février-mars à se dire on part en Suisse et on y va pour septembre. 1er septembre, on est en Suisse. Ok. Et Hélène, je crois qu'en avril, elle avait trouvé son truc. Elle avait un poste dans l'industrie pharmaceutique à la Tour de Paix, dans une grande boîte que vous reconnaîtrez sûrement, qui fabrique aussi des chocolats. Et en fait, elle a trouvé facilement avec un bon contrat où il nous aidait pour le déménagement. Donc ça nous a quand même vachement aidé. Et moi, je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu vas chercher du boulot? Est-ce que tu vas relancer une aventure entrepreneuriale? Qu'est-ce que tu vas faire? Et j'avais 2 pistes à l'époque. Donc j'avais première piste, ouvrir un wagon en Suisse, parce que l'école n'était pas encore implantée en Suisse, et je me demandais pourquoi. Et donc je suis allé voir les fondateurs du wagon, et je leur ai demandé, et ils m'ont dit, on a eu des projets, mais ça s'est jamais concrétisé. Alors si tu veux le faire, renseigne-toi, montre-nous qu'il y a le potentiel, montre-nous comment tu ferais, et puis on se revoit dans 1 mois, 1 mois et demi, et tu nous présentes tout ça. Donc cette piste-là, et une autre piste avec aussi un entrepreneur, pote à moi, avec qui je joue au foot à Paris, qui faisait du placement de consultants haut de gamme dans des boîtes. Donc des anciens consultants de Bain, BCG, McKinsey, qui voulaient se mettre en freelance après, tu vois, et sortir de ces gros cabinets où tu as beaucoup quand même de stress et d'horaires de travail, et puis faire des missions plutôt ponctuelles pour quand même des gros acteurs et des grosses sociétés. Donc très bonne boîte en France qui marche très bien. Super gars, Arnaud Souriceau. Très bon gars. J'avais fait quelques missions de freelance avec lui, donc je savais comment ça fonctionnait. Et je m'étais renseigné pour voir pourquoi pas monter ça en Suisse et puis faire un peu le même business model avec lui, sous sa houlette, en Suisse. Et au final, j'ai choisi le wagon parce que c'est ce qui me parlait le plus. D'un point de vue, je sais pas, gut feeling, tu vois. Parce que j'avais vu l'impact que l'école et que la formation avaient eu sur moi, et j'avais envie de redonner, et j'avais envie d'étendre ça à d'autres personnes. Et c'est vraiment un choix du cœur, si tu veux. Et donc, j'ai jamais cherché de boulot en fait en Suisse. Je me suis dit, ok, Hélène elle a son boulot, donc déjà ça nous apportera une bonne stabilité. Tu vois, j'ai cette chance-là. J'avais aussi la chance d'avoir un peu d'argent de côté parce que quand tu fais du consulting en freelance, t'es quand même assez bien payé. Et donc j'avais un peu de sous de côté, j'avais du temps. J'étais prêt pour aller me lancer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale dans un autre pays, en Suisse. Et aussi, le modèle du wagon, c'est un modèle en franchise. Donc ça fait un peu comme l'intrapreneuriat, si tu veux.
tu as quand même des garde-fous et tu sais que tu vas aller exploiter un modèle qui marche déjà dans plein d'autres pays du monde. Donc si tu fais les choses bien et que tu travailles correctement et que tu sais un peu te gérer, normalement ça devrait marcher. Ok, top. Et là, du coup, ça va nous amener où on est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu leads le wagon suisse, qui était composé de Lausanne et maintenant, tout récemment, de Zurich. Et du coup, c'est quoi tes nouvelles activités? Enfin, nouvelles, ça fait 4 ans, mais... Ouais, donc ouais, ça fait 4 ans. On est arrivé septembre 2018. Moi, j'ai bossé pendant 3 mois à faire du BizDev pour essayer de lancer la première promotion à Lausanne. On a lancé en janvier 2019, donc. Je sais pas, on a dû faire une vingtaine de promotions maintenant. Lausanne, ça fonctionne bien. On a la chance d'avoir eu des étudiants géniaux et transformer pas mal de vies et voir l'impact justement qu'on a sur nos étudiants qui est vraiment cool. On a une bonne communauté à Lausanne, c'est assez chouette, on a des événements, on a des gens qui bossent un peu partout dans la tech localement, ça c'est top. On a lancé en effet en avril la première promotion à Zurich en physique. Ça se passe bien aussi, on a eu la chance aussi de recruter quelqu'un de très bien, Alicia, à Zurich, qui est la city manager là-bas, qui est très autonome et qui développe le truc à fond et qui est aussi commit à 100%. Donc ça, c'est chouette. Et nouvelles activités, pas vraiment de nouvelles activités, mais c'est sûr que... Alors, il y a peut-être un truc dont il faut qu'on parle, c'est qu'au début, le wagon, c'était un modèle en franchise et que fin d'année dernière, ils ont décidé de racheter les différentes franchises. Donc, nous, on est passé d'un statut de franchisé à un statut de intégré à la core team du wagon, ce qui est très chouette pour développer plein de nouveaux projets. Et ça change un petit peu le mode opérationnel, c'est-à-dire que voilà, tu as un peu plus de reporting, tu as un boss, tu as des directions stratégiques dans lesquelles le groupe veut aller, il faut implémenter ça. Mais je suis toujours aligné avec la vision, avec le fait de transformer la vie des gens, et je suis toujours à fond dans l'aventure. Et la preuve est que depuis qu'on a été racheté, on a ouvert Zurich, tu vois, on booste les trucs, donc c'est qu'on est en phase. Trop bien. Est-ce que du coup, ça vient aussi compléter ce que tu disais avant, que tu as certaines phases où tu es à fond, committé dans un truc, typiquement l'entrepreneuriat ou bien le développement d'un projet, puis un peu moins, et puis du coup tu repousses un peu sur ta qualité de vie perso, famille, développement perso, et que ça switch comme ça? Ouais. Alors, en effet, tu as des moments de ta vie où tu es à fond dans une aventure entrepreneuriale. C'était le cas au wagon. Je pense la première année et demie, il y avait quasiment rien à côté. Enfin, il y avait un peu de vie perso avec Hélène, un peu de s'installer à Lausanne, etc. Mais en fait, tout ce que je faisais quasiment était pour le wagon. Tous les potes que je me faisais, c'était autour du wagon. On faisait des events, j'allais rencontrer des gens. Enfin, je faisais plein de choses, tous les élèves, etc. Et après, au bout d'un moment, tu as besoin de temps de respiration. Donc, peut-être plus de sport, tu vois. Ici, on a la chance d'avoir les montagnes, le lac à portée de main. En 5 minutes, tu es en vélo, tu es dans les vignes, ou tu es en train de faire une marche quelque part, ou aller te baigner au lac. Et ouais, c'est bien de faire, je pense, ces temps de respiration. Chacun fonctionne différemment, mais je sais que moi, j'ai besoin de cet équilibre-là. Et c'est quelque chose auquel je fais attention. Je fonctionne beaucoup avec des plannings ou de la visualisation, si tu veux. Donc tous les ans, je fais et Hélène s'est toujours beaucoup foutu de ma gueule à propos de ça, mais tous les ans, je me fais un mood board ou un visualization board de comment je me vois, tu vois, à la fin de l'année, avec différentes sphères, la sphère pro, la sphère perso, la sphère amis, famille, sport, bien-être, etc. Et je fais gaffe à bien avoir une vie un peu équilibrée et bien me développer dans plein de domaines différents. Et ça m'aide beaucoup à me projeter et à faire des choix aussi au quotidien et à faire attention de garder cet équilibre. Parce que je sais que si j'ai une tendance à pouvoir être un peu monomaniaque et à me lancer à fond dans un truc et à oublier tout le reste. Et si je fais ça, ça marche bien au début, mais après... Tu fatigues. Ouais, vite. Et puis je switch très vite, très impulsif. Donc il faut que je prenne les devants pour me calmer un petit peu.
Et ça, tu penses que c'est grâce à toutes les expériences que tu as vécues et justement à tous ces moments de up and down que tu as pu avoir selon tes phases, de petit à petit te dire, il faut que j'arrive à trouver un équilibre qui, du coup, je peux durer sur la longueur et rester toujours en phase avec ma vie pro, ma vie perso, le sport, la famille, etc. Ouais, je sais pas à quoi c'est dû. Je pense que j'ai toujours aimé apprendre des nouvelles choses. J'ai toujours aimé faire, être vraiment dans l'action. Euh, et, et je pense que c'est deux choses qui te poussent à découvrir plein de trucs et à faire des ajustements. Tu fais des actions, ça marche ou ça marche pas, tu t'ajustes, etc. Et au fur et à mesure de ma vie, comme ça, j'ai toujours cherché des moyens de structurer un peu les choses, de planifier, d'essayer et d'ajuster justement. Et ça s'est fait naturellement au contact de personnes, de mentors, souvent professionnels, euh, par des lectures, tu vois, beaucoup. On parlait de développement personnel. Alors c'est un grand mot, ça fait un peu débile de lire ou de regarder des vidéos YouTube de développement personnel ou de lire des livres vraiment bateaux sur le développement personnel, mais au final, ça t'apporte quand même des choses. Et puis après, à toi de structurer un petit peu ta vie comme tu le veux. Mais oui, je pense que en effet, si aujourd'hui j'ai structuré ma vie comme ça, euh, c'est grâce à mes expériences passées. Et, euh, et si j'avais fait moins de choses, peut-être que ça serait structuré différemment, sûrement. Et ça me fait sourire parce que justement, là, ça fait 3 ans, je crois, ou 4, que je fais un bilan annuel où j'ai en plus pas mal de catégories qui rejoignent les tiennes. Et je me demande si c'est le fait qu'on ait un passé hyper technique ou d'ingénieur, de devoir en fait planifier, regarder et visualiser. Parce que pareil, alors j'ai un body, comme on dit au wagon, avec qui on échange ça et du coup on se le présente et tout. Et du coup c'est assez cool parce que ça te motive d'avoir un partenaire de responsabilité. Un peu, tu sais que si après tu vas pas au bout des choses, ça le fait pas parce que tu l'as un peu annoncé. Par contre, il y a d'autres personnes à qui t'en parles et puis t'es là, ouais, pourquoi t'as besoin d'autant préparer, d'autant planifier? Et au final, en fait, ça, j'ai l'impression que ça permet juste de tendre vers quelque chose que t'as envie à un moment donné de ta vie. Peu importe que tu y arrives ou pas, mais en fait, tu tends dans cette direction et j'ai l'impression que c'est assez motivant au quotidien après. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est le côté ingénieur qui nous pousse à le planifier autant? Je pense qu'il y a un peu de ça, ouais. Je pense que, enfin, moi, je vois mes potes, ils se foutent de ma gueule quand je fais ça. Hélène aussi, elle me dit, tu fais des fichiers Excel pour tout. Euh, un peu. Mais je pense qu'au-delà du côté ingénieur, je pense que c'est surtout le côté volonté. Tu as envie de faire un truc. Et en fait, moi, quand j'ai envie de faire un truc, je me dis, c'est quoi les meilleurs moyens pour y arriver? Et je sais que la visualisation, ou en tout cas, envisager comment ça pourrait se passer, ça m'aide vachement à faire. Pour moi, c'est une grosse partie. C'est un peu bateau, on voit ça dans les livres de développement personnel, etc. Tout commence avec le cerveau, etc. Mais en fait, c'est vrai. Et je m'en suis rendu compte et j'applique juste des recettes que j'ai éprouvées et que je trouve fonctionnent. Alors, je crois que mon premier bilan, comme tu dis, annuel, avec un fichier Excel, avec les catégories, les objectifs, etc., j'ai dû le faire en 2011 ou un truc comme ça. Donc, ouais, ouais. Et j'aime bien les regarder de temps en temps. Je le fais une fois par an. Une fois par an, je prends une journée et je vais dans un endroit que je connais pas, complètement ouvert, coupé de toute notification, etc. Ça peut être un lobby d'hôtel, ça peut être, s'il fait beau, je sais pas, un bar, café au bord du lac, ça peut être n'importe où. Et je regarde un peu comment ça a évolué aussi depuis 2011, le parcours qui a été fait, la structuration des choses. Avant, je faisais pas du tout ce tableau de visualisation où en fait, en gros, je prends des photos et des trucs, je fais des recherches Google Images, etc. Et je copie-colle et je fais une espèce de tableau de moi dans un an, tu vois. Et ça, je l'ai fait, ça, j'ai commencé il y a 2-3 ans. Et en fait, ça évolue au fur et à mesure des années. Ça vient du côté ingénieur et ça vient du côté t'as envie de faire des choses. Je pense que c'est bien avant d'être ingénieur. Tu vois, je te disais, quand j'étais petit, je disais à mes parents que je voulais être PDG. Je pense que ça vient de là, d'une envie comme ça d'être actif, quoi. Merci. J'ai un petit peu
poser des questions après, peut-être, Ouais, pas de souci. quand j'aurai besoin de repréparer mon bilan. Je pense qu'il est plus étoffé que le mien. Après, ce qui compte, c'est ce qu'il soit étoffé ou est-ce qu'il soit en phase avec ce que tu veux faire et est-ce que ça te permet d'accomplir des choses. Et juste une petite anecdote à propos de ça. L'an dernier, dans mon mood board de visualisation, j'ai mis des choses qui, pour moi, à l'époque, me semblaient inatteignables. J'ai mis des choses et je me suis dit, tu les mets et essaye de forcer ton cerveau à y croire. Et essaye de faire en sorte que voilà, ton cerveau il se dise ouais, c'est possible, si tu fais le boulot comme il faut, c'est possible, tu vas y arriver. J'ai mis notamment, coin tout en haut à droite, que je voulais être champion du club au golf. Donc je fais beaucoup de golf, tu as compris, je fais beaucoup de sport, mais je fais beaucoup de golf. Et pour moi, l'an dernier, c'était inatteignable. Je me disais, mais non, mais c'est impossible, c'est très dur, il y a beaucoup de monde, etc. Et j'ai eu un peu de chance, mais au final, je pense que il y a un moment dans la partie, à la fin de la partie du deuxième jour, où c'était très dur et j'étais en train de lâcher prise et de perdre, si tu veux, et où ça m'a aidé, je pense, d'un point de vue mental, où cette visualisation que j'avais faite toute l'année m'a aidé à me dire non, mais en fait, oui, c'est maintenant, en fait. C'est maintenant et tu es déjà champion du club puisque tu l'as vu toute l'année. Et donc, vas-y, fais le truc comme si tu étais champion du club, joue comme si tu étais un champion et voilà. Donc, c'est à petite échelle. Hein, j'ai pas gagné Roland Garros, mais voilà, en fait, ça m'a aussi montré, et c'est aussi ça l'expérience de se dire ça peut marcher. Ça va peut-être pas marcher pour tous les items de ma liste, mais ça peut marcher pour certains trucs. Et si j'avais pas fait cet effort-là de visualisation, je suis sûr que j'aurais jamais été champion du club. C'est ouf. Non, ouais. Moi, je suis assez convaincu en fait dès le moment où tu peux appliquer des méthodes ou des choses, peu importe le domaine, peu importe ce que c'est les méthodes et ce que c'est en fait tout ce que tu mets en place, mais dès le moment où tu le fais, du coup tu es proactif, bah, de toute façon ça va t'améliorer, ça va t'amener à quelque chose auquel tu n'avais peut-être pas imaginé pouvoir atteindre. Donc je suis totalement aligné avec ça. Si je reviens un petit peu du coup sur ce que tu fais aujourd'hui, on a fait je crois un peu le tour avec le wagon. Juste le quotidien de Thibaut au wagon, c'est quoi? Peut-être pas une journée type, mais est-ce que tu as une semaine ou un mois un peu, ou comment ça se passe? Ouais, c'est assez structuré. C'était déjà un peu structuré comme ça quand on était en franchise, mais maintenant encore plus parce que y a des vrais mots, il y a des vraies personnes derrière, etc. Donc comme tout job d'un peu intrapreneur ou maintenant gestionnaire, tu vois, il y a une grosse partie vente. Donc la vente pour moi, c'est convaincre les gens de venir faire ta formation. Donc marketing, entretien avec les gens, développement de business, etc. Il y a une grosse partie opération. Donc une fois que les gens sont clients chez toi, comment est-ce que tu fais pour faire en sorte qu'ils aient la meilleure expérience possible et que tu transformes vraiment leur vie, donc faire en sorte qu'ils aient des bons profs, que le setup il soit bon, que tu puisses les suivre et les aider à faire ce qu'ils veulent faire eux personnellement. Plein de choses dans les opérations, c'est très très vaste. Mais au final, juste avoir le bon sens et la bienveillance pour tes clients, tes étudiants. Et après, il y a toute une partie admin, finance, etc. pour que la boîte, d'un point de vue réel, elle tourne, quoi. Et voilà, et après, tu as toujours un peu de management, même si nous, on a des petites équipes, entre guillemets, on a des profs qui sont freelance et indépendants, donc c'est assez facile, il y a très peu de management de ce côté-là. T'en sais quelque chose. Et puis après, il y a tous les personnes qui font le marketing, Alicia à Zurich, etc. Donc voilà, ça va être un peu les 4 grosses choses d'une journée ou d'un mois type, si tu veux, au wagon. Donc ça, c'est côté pro, et du coup, côté plus à côté, je sais que tu as aussi plein d'autres activités, tu as parlé de sport, donc, et plein d'autres choses. Comment est-ce que ton quotidien ou ta semaine, elle est un peu dispatchée entre le wagon et tout le reste? Alors, au wagon, donc maintenant, je bosse à 80%, donc ça me laisse 3 jours dans la semaine pour faire autre chose. Depuis que je suis papa, donc ça fait 2 ans, une petite fille qui s'appelle Axel, ça prend quand même pas mal de temps, d'autant plus qu'on n'a pas les grands-parents sur place, donc le week-end, c'est Hélène ou moi, quoi. Donc en gros, le week-end, c'est très famille,
un peu de sport, parce que j'ai la chance qu'Hélène comprenne aussi que j'ai besoin de ça et me laisse aller faire des compétitions de golf ou du sport avec les copains. Et après, j'ai, depuis un moment, depuis 2009-2010, commencé à faire un peu d'immobilier. Donc j'ai acheté mon premier appart à Paris quand j'ai commencé à bosser, j'ai fait des trucs comme ça, et puis maintenant on commence à avoir un petit peu d'immobilier avec Hélène. Donc je fais aussi ça, donc recherche d'appartements ou d'immeubles ou de maisons, essayer d'imaginer des projets qu'on pourrait faire avec ça, ensuite négociation, financement avec les banques, et ensuite souvent c'est pour faire de la location, donc travaux, puis recherche de locataires, mise en location, gestion des locataires, etc. Ça me prend à peu près une journée par semaine. Et après, sur le sport, oui, beaucoup de golf, comme tu as compris, mais le golf, c'est qu'une partie de l'année, donc l'été. En parallèle, maintien en forme un peu, tu vois, course, vélo, un peu de natation, etc. Et puis l'hiver, beaucoup de sport de neige, quoi, un peu de ski, des raquettes, beaucoup, des marches, des trucs comme ça. Hyper complet, du coup. Ouais, mais tu sais, chacun est un peu différent. Il faut juste trouver ce qui te va bien. Et moi, je sais que quand j'ai besoin d'avoir cet équilibre-là, de sport, de famille, de vie pro, de vie perso. Est-ce que le fait que tu aies autant de, je sais pas si on peut appeler ça des passions, ou bien en tout cas des activités où tu es à fond, ça crée des liens entre elles, et puis ça te motive, ça te pousse à apprendre des choses dans un domaine, et puis après l'appliquer dans un autre ou... Ouais, c'est une bonne question. Alors, en général, je sépare un peu les domaines, justement. J'essaye de pas trop amener de wagon au golf ou de golf au wagon. J'essaye de pas trop amener d'immobilier au wagon. Enfin, tu vois, je sépare un peu les trucs. Par contre, je pense qu'en effet, ce que tu apprends dans un domaine, tu peux l'appliquer ou le transposer dans un autre. Quand tu bosses au wagon ou n'importe où, tu apprends plein de choses sur toi, sur pareil les objectifs, tu vois, l'accomplissement d'objectifs. Au début, quand on a lancé le wagon ici à Lausanne, t'es dans le brouillard. Tu sais pas combien tu vas avoir d'élèves, tu sais pas si tu vas être rentable, tu sais pas où t'es installé, tu sais, il y a plein de trucs que tu sais pas, et puis personne va le faire pour toi, donc c'est à toi de créer le truc. Et ça, tu l'apprends aussi, tu l'as appris, et une fois que tu le sais et que tu as un peu moins peur de ça, tu sais le faire dans d'autres domaines, dans l'immobilier par exemple. Au golf, c'est une super école de la vie, le golf, c'est très très dur comme sport, pas d'un point de vue temps physique, mais d'un point de vue mental, d'un point de vue concentration. Et en fait, il y a plein de trucs que tu apprends au golf qui te servent après dans la vie, et c'est une super école de la vie. J'en fais depuis que j'ai à peu près 15 ans, de manière très active. Et encore aujourd'hui, c'est un sport aussi où je continue à progresser. C'est ça que j'aime bien dans ce sport-là, c'est que comme c'est un peu moins physique, et plus technique et mental, en fait, tu as une marge de progression où tu as beaucoup plus d'années pour faire ta progression, si tu veux. Ok, je vois. C'est hyper intéressant, puisque j'ai pu... ce parallèle entre sport et vie pro, par exemple, à peut-être moindre échelle, avec moins d'expérience. J'ai pu le voir aussi quand j'ai fait du handball pendant longtemps, et du coup le fait de jouer, de devenir à un moment donné le plus expérimenté de l'équipe ou l'un des plus expérimentés, de faire partie du comité, d'entraîner des jeunes, des tout petits souvent, donc tu leur donnes un ballon et puis c'est la fin du monde dans une salle de gym. Ça t'apporte plein de connexions avec... tu arrives à faire des corrélations avec ce que tu fais pour le sport, avec ce que tu fais dans la vie pro. Et du coup, tu t'en sors grandi, je pense, dès le moment où tu peux un peu aller taper dans plusieurs domaines. Clairement. Top. Maintenant, j'aimerais, en fait, dans chaque épisode, pousser un sujet et puis essayer de l'approfondir un petit peu. Et je pense qu'avec toi, on en a un peu discuté avant, on peut assez facilement discuter, échanger autour de qu'est-ce que c'est l'enseignement pour toi aujourd'hui et où est-ce qu'il va ? Comment est-ce qu'il va changer ? Comment est-ce qu'il va s'améliorer ou pas dans le futur ? Pour commencer, pour toi, l'enseignement aujourd'hui, est-ce qu'il est bien, il n'est pas bien ? Enfin, c'est quoi la situation aujourd'hui ? Ouais, alors c'est un vaste sujet, hein, mais c'est un sujet très intéressant.
pour moi, tu as l'enseignement classique, tu es à l'école, et puis tu as un prof qui parle, et puis tu l'écoutes pendant super longtemps, et puis tu es passif, et puis au final, tu retiens pas grand-chose, et c'est un peu barbant, quoi. Et après, tu dois restituer ça au cours d'un terreau, ou de je sais pas quoi. Voilà. Ça, c'est un peu l'enseignement 1.0, ou même 0.0, tu vois ce que je veux dire. Et après, tu vois d'autres formes d'enseignement où tu es un peu plus actif, où tu dois faire tes devoirs, travailler, être actif, faire des TP, des travaux pratiques, etc. Et ça, c'est déjà un peu plus stimulant et je trouve que tu apprends mieux quand tu fais. C'est un des piliers du wagon, de l'enseignement du wagon, c'est de dire apprends en faisant, en étant actif. Et forcément, tu as besoin quand même qu'on te transmette un savoir au début pour avoir une base d'où partir. Mais en fait, cette base-là, elle peut être très, très, très réduite. Et puis ensuite, à toi de te développer par toi-même. Et voilà. Pour moi, l'enseignement actuel, il est quand même un peu en train d'évoluer. Et ça fait longtemps que je n'étais plus à l'école, mais j'ai l'impression quand même on a intégré ces aspects-là de dire on apprend mieux quand on est actif, on apprend mieux quand on joue. Je vois ma gamine, elle apprend que en jouant, quoi. Et elle apprend super vite. Et donc, je pense que ce shift-là, il est déjà en train de se faire un petit peu. Après, un autre aspect de l'enseignement actuel, je pense, c'est aussi en train de changer, mais c'est de 0 à 25 ans, tu apprends. De 25 ans à 65 ans, tu bosses. Et après 65 ans, c'est la retraite. Tu vois, schéma classique. Ouais. Et je pense que ça, c'est en train de changer. Et tant mieux, parce que notre monde, il va aussi plus vite. Les technologies changent beaucoup de choses. Et donc, il y a besoin d'apprendre un peu tout le temps, en fait, dans sa vie. Et il y a de plus en plus d'offres, comme le wagon, ou d'offres de cours du soir, ou tu vois, d'offres de cours très rapides, ou de trucs online qui existent pour se mettre à niveau un peu tout le temps dans sa vie. On voit de plus en plus de reconversions aussi. Ça veut bien dire que les gens, ils apprennent autre chose, et puis tu n'es plus cantonné à une seule activité pour toute ta vie. Et donc ça, c'est aussi en train de changer. Donc ça, c'est cool. Ok, donc ça, c'était l'état actuel. Moi, je suis d'accord avec toi. Et en plus, les deux, on a fait des parcours scolaires plutôt longs, je dirais. Donc, ça veut au moins dire qu'on a été... on s'est adapté à l'école. Et typiquement, moi, j'ai aussi un peu une frustration par rapport à ça. C'est de voir à quel point nous... qui avons fait des plus longues études, on a réussi à s'adapter, mais les gens qui n'ont pas réussi à s'adapter, peut-être ont été assez vite écartés ou bien ont dû trouver par leurs propres moyens une façon alternative pour des fois arriver au même endroit, voire plus loin, voire moins loin, enfin ça dépend, mais ont dû s'adapter. Par rapport à ça, il y a plein de nouvelles choses, comme tu es en train de dire, qui sont en train de changer. Et toi, tu vois comment l'évolution en fait, de l'apprentissage en général? Ouais, c'est une bonne question aussi. Moi, je pense que tout part de l'étudiant, de la personne qui veut apprendre ou qui veut pas apprendre. Tu vois ce que je veux dire? Tu donnes pas à boire à un âne qui a pas soif, comme on dit. Alors, je dis pas que les gens qui apprennent sont des ânes, mais en gros, c'est ça, c'est dire il faut que la personne que tu as en face de toi, si tu veux lui enseigner, elle veuille apprendre. Et au-delà de ça, il faut que la personne soit proactive dans son apprentissage, je pense. Aller chercher ne serait-ce qu'une formation, aller se dire c'est ça qu'il faut que j'ai envie de faire, décider d'une destination, tu vois, et ensuite se donner les moyens pour y arriver. Et je pense que les gens sont de plus en plus conscients de ça, et sont de plus en plus conscients du fait que c'est pas un état fixe où tu dis je me suis formé à ça et je suis ça et je serai ça pendant toute ma vie. C'est plutôt un état en perpétuelle évolution. Tu as parlé d'adaptation, je pense que c'est un grand point fort de l'être humain et une grande nécessité aussi. On ne sait pas, tu vois, on a vu dans les dernières années tout ce qui s'est passé. Il faut s'adapter en fait, et on a réussi à s'adapter, et l'être humain il est super fort pour ça. Et donc c'est aux gens de s'adapter. Après, il y a des gens qui ont compris le shift de l'éducation qui est en train de se passer, de se dire justement, voilà, il faut se former au fur et à mesure de sa vie sur plein de domaines différents. Et donc, il y a de plus en plus d'offres parallèles à des études classiques de bachelor, master qui fleurissent sur Internet, en local, etc.
je vois beaucoup de choses qui se créent aussi, de cours ou de leçons très courts, de diplômes très très courts. Je pense quand même que pour aller dans le fond des choses et vraiment atteindre un certain niveau, il faut quand même, il y a certains domaines où il n'y a pas de raccourci en fait. Il faut quand même se mettre dedans et faire un certain nombre d'heures et vraiment commit à fond et pas juste balayer la surface. Je le vois avec certains cours. Nous, on a un bootcamp qui dure 2 mois qui permet d'apprendre à coder. C'est incompressible pour moi. Si tu n'as jamais fait de code avant, apprendre vraiment à coder et comprendre et devenir autonome, atteindre un niveau 1 en coding, c'est incompressible de faire au moins ces 2 mois de formation-là. Après, tu le fais comme tu veux. Tu peux le faire en autodidacte, etc. Mais tu as vraiment un coup d'entrée à certains domaines où il faut se lancer dedans. Je réponds peut-être pas forcément bien à ta question, mais après on voit aussi d'autres. Donc sur la question du futur de l'éducation, on voit plein de modèles qui apparaissent. Tu vois, là dans les locaux, il y a aussi l'école 42, Oui. où c'est une école sans prof et gratuite, et tu avances par toi-même en autodidacte, etc. Je pense que c'est aussi un modèle qui peut marcher. Il y a plein de choses qui peuvent fonctionner. Pour moi, l'apprentissage, c'est il faut tirer son apprentissage de quelque part. Ça peut être des erreurs que tu as faites, des exos que tu fais toi, d'un mentor. Voilà, il y a plein de manières d'apprendre. À toi de trouver ce qui va le mieux pour toi et ce qui va le mieux aussi pour la matière que tu es en train d'essayer d'apprendre. Alors, je suis totalement d'accord avec ça. Là où maintenant j'ai plus de difficultés à visualiser à moyen, long terme comment ça va se passer, c'est que tu peux en prendre conscience et du coup faire ces choix-là à partir d'un certain âge. Je pense. Tu ne peux pas le faire à 5 ans. Et du coup, toute la partie éducation entre 4-5 ans, enfin, scolarité obligatoire, donc de 4-5 ans, et en Suisse c'est jusqu'à 15-16, ou en France et dans la majorité des pays jusqu'à 18 à peu près, cette partie-là, donc je pense n'est pas compatible avec la suite, là qu'on vient de parler. Comment est-ce qu'elle est aujourd'hui et comment est-ce qu'elle peut évoluer, ou comment tu la vois toi? Ou typiquement, je pose la question différemment. Aujourd'hui, tu es papa d'une petite fille, une deuxième ou un deuxième qui va bientôt arriver. Au moment où ils vont arriver à l'âge de l'école, toi, tu aimerais que leur éducation scolaire soit faite comment? C'est une bonne question. Et je suis vraiment dans le flou pour cette question-là parce que justement, la petite, elle va à la crèche pour l'instant et j'ai pas du tout de vision ou pas du tout d'exemple dans mon cercle proche d'enfants qui vont à l'école entre 5 et puis 15 ou 18 ans. Donc je sais pas du tout comment ça se passe. J'ai hâte de découvrir. Et après, je suis d'accord avec toi sur le fait de dire cette partie-là de l'éducation, c'est pas tant l'apprenant, l'enfant, qui va décider comment il apprend, qui va être capable de se challenger, de se fixer des objectifs, etc. Et c'est plutôt aux parents ou aux profs de justement surveiller ça, suivre ça, etc. Ça, c'est une partie éducation. Pour moi, c'est éducation de la part des parents et pas tant de la part de l'apprenant, quoi, si tu veux. Donc, je suis pas sûr que je suis la meilleure personne pour répondre à cette question-là. Ok, mais est-ce que par rapport à ça, donc aujourd'hui, tu es totalement flou, ou bien est-ce que tu as quand même des tendances où tu te dis « Ah, ça, j'aimerais bien, ça, j'aimerais pas ». Je sais que pour moi, il y a des choses qui étaient très importantes dans mon éducation, et je sais que c'est là-dessus que je vais mettre l'attention sur ce que fait ma fille, mon futur fils, etc. Mais après, je pense aussi le fait d'être parent, donc c'est aussi un projet à part entière dans la vie, c'est aussi très adaptable. Et en fait, je pense m'adapter à voir ce qu'ils font en cours, voir si je pense que ça suffit ou si je pense qu'il faut aller plus loin, si je pense que... Pour moi, l'éducation, elle ne se fait pas uniquement à l'école. Elle se fait à travers plein de choses, à travers les parents, à travers les grands-parents, à travers les activités que font les enfants, à travers l'école, plein de choses. Donc, si y a des choses où je vois des carences, tu vois, dans le système éducatif à l'école, on s'adaptera et on fera en sorte de travailler là-dessus ailleurs. Ok. Alors, par rapport à ça, est-ce que tu as entendu parler des systèmes d'éducation un peu alternatifs? Pas l'école standard comme on la connaît, mais
Je ne sais plus le nom de ces écoles, mais c'est des écoles où en gros l'enfant peut faire ce qu'il veut. Montessori. Exactement, c'est le nom que je cherchais, Montessori, ou bien je pense qu'il y en a plein d'autres. Vu que je ne suis pas encore dans cette phase-là de ma vie, je n'ai pas beaucoup regardé, mais l'éducation m'intéresse beaucoup, et du coup je me pose plein de questions sur comment le rendre mieux. Parce que moi j'ai un avis assez tranché là-dessus, où je me dis, jusqu'à 15 ans, enfin jusqu'à ce que tu aies l'âge de prendre la décision de qu'est-ce qui te motive, de te mettre des objectifs, d'avancer, de chercher là où tu veux, et du coup de prendre le savoir, jusqu'à cet âge-là, aujourd'hui j'ai l'impression que l'école, alors que moi j'ai fait l'école et puis j'étais assez bien adapté à l'école parce que j'ai jamais eu trop de difficultés, j'ai l'impression que la seule chose que ça t'apporte, vraiment, comme gros plus, c'est la sociabilisation de l'enfant. En gros, tu apprends à vivre en communauté. Tout le reste, j'ai le sentiment que tu pourrais l'apprendre de façon différente, tu n'es pas obligé d'aller dans une salle de cours. Donc c'est un avis un peu très tranché, je ne sais pas du tout si un jour, si j'ai des enfants, si j'aimerais les pousser à ça ou pas, mais j'ai le sentiment que c'est uniquement ça que ça a comme grosse plus-value aujourd'hui. Et cette grosse plus-value, en fait, tu pourrais la retrouver dans le sport. Parce que moi, j'ai fait du sport d'équipe tout le temps. Enfin, depuis toujours, je fais du sport d'équipe. Et en gros, cette partie sociale, entraide, amitié, tu la retrouves aussi dans les sports d'équipe. Donc au final, tu pourrais aussi la dissocier de l'école. Donc je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Ouais. Encore une fois, je pense que je ne suis pas la meilleure personne pour répondre à ça. Je vais juste de donner mon avis perso, mais ce n'est pas le domaine dans lequel je travaille d'un point de vue pro, puisqu'on travaille pour la formation pour les adultes, et donc la phase d'après. Ouais, je sais pas. L'école, ça n'existe pas depuis très longtemps sur l'échelle de l'humanité, tu vois. Et avant, les humains arrivaient quand même à survivre, à subvenir à leurs besoins. Je suis d'accord que l'école, ça doit apporter un côté sociabilisation indéniable. Je pense que ça t'aide quand même aussi à structurer ta pensée. Et je vais faire un parallèle peut-être avec l'intelligence artificielle, à justement créer les schémas neuronaux qui vont bien. C'est ça le rôle de l'école pour moi, c'est de créer des schémas neuronaux pour que ton cerveau il puisse fonctionner correctement, apprendre à penser comme il faut, apprendre à avoir les bons réflexes, prendre les bonnes décisions, etc. Et c'est pour ça que tu as plein de matières différentes, apprendre à bien parler, à bien écrire. Je vois beaucoup de jeunes maintenant, même quand tu recrutes, de gens qui ne savent pas très bien écrire français. C'est un peu triste, je trouve. Les maths, la logique, l'histoire, savoir un petit peu comprendre un peu comment est fait notre histoire et savoir décoder aussi ce qui se passe dans le temps actuel. Plein de matières comme ça qui ont quand même été choisies pour justement aider les cerveaux des jeunes à se former, comme on entraîne des algorithmes de deep learning, par exemple, à prendre des décisions, à reconnaître des visages, à faire des choses qui vont bien. Alors là-dessus, moi je suis totalement aligné que c'est des matières hyper intéressantes à apprendre. Et quand je disais que l'école ne t'apporte pas cette partie-là, je trouve juste qu'il y a d'autres façons peut-être qui pourraient être plus intéressantes de les apprendre aussi, que ce soit l'histoire. Typiquement, comme tu as dit d'être plus proactif. Je suis convaincu que aller visiter les pyramides, toute cette période de l'histoire de moins 2000, du peuple égyptien, tu vas beaucoup plus te motiver en tant qu'enfant à apprendre que si tu es en salle de cours et puis que on te fait passer des slides où tu as une pyramide et puis on te dit on ne sait pas comment ça a été construit. Je me dis qu'il y a d'autres façons, même avec les mêmes matières, en fait, d'arriver au même résultat, mais de façon plus dynamique, plus engagée. Ouais, c'est donc, sûr. À voir comment ça va évoluer. Je te remercie en tout cas pour cette partie. Je te propose qu'on fasse un petit retour du coup, d'expérience sur ton parcours, sur tout ce que tu as pu vivre, avec un peu si tu regardes un peu en arrière, est-ce que on a tous des difficultés à un certain moment donné. Pour toi, c'était quoi tes plus grandes difficultés ? Ouais. Alors, ça fait déjà un peu... je suis pas toujours très à l'aise, ça fait un peu pédant, tu vois, de dire j'ai réussi, machin, je suis pas vraiment réussi, j'ai juste fait des expériences et puis j'ai appris de mes expériences et puis aujourd'hui je suis dans un endroit physique et mental que j'aime bien et je suis content d'être arrivé là pour moi. Il y a forcément des moments difficiles, en effet, et souvent c'est les moments où tu apprends le plus. J'ai eu plein de moments difficiles. Le premier stage que j'ai fait en finance, c'était peut-être pas difficile, c'était pénible. Et j'ai pas aimé du tout.
Et je suis resté, j'ai essayé de m'accrocher, j'ai essayé de changer de département pour voir, machin. Pas top. La fin de l'aventure entrepreneuriale, la première avec les scooters électriques, aussi pénible. Où tu te dis, ou quand c'est très frais sur le moment, tu te dis, j'ai perdu 1 an de ma vie, j'ai perdu toutes mes économies, j'ai monté un truc que je dois liquider, en plus je dois m'emmerder à faire des liquidations, des trucs, plein de trucs que tu connais pas qui sont super chiants à faire. Relou. Et tu vois tes potes qui ont bossé depuis 1 an et qui ont déjà des bons salaires, commencé à acheter un appart, partent en week-end, machin, etc. Un peu pénible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La fin de l'aventure entrepreneuriale aussi de donc Cinétique, la société de conseil en stratégie digitale, au bout de 4 ans où tu revends tes parts voilà, pas très agréable non plus. Mais bon, ça fait partie, tu parlais tout à l'heure des up and down, bah voilà, ça fait partie de ça. Et puis en contrepartie, tu as d'autres moments très, très, très high, quoi. Et, et au final, tu entends toujours les champions, Federer, Nadal, machin, dire bah ouais, c'est quand tu perds que tu apprends le plus, etc. Et je pense que c'est vraiment vrai. Et souvent, ce qui te reste, c'est de dire ok, ouais, dans cette situation-là, je me souviens bien que ça, j'aurais pas dû le faire comme ça, et tu le refais pas pareil. Alors que quand ça se passe bien, tu peux quand même avoir des parallèles en te disant j'ai fait comme ça s'est bien passé, je vais refaire pareil, mais je pense que ça te marque moins. Donc ouais, j'ai eu des moments difficiles, mais bon, j'ai pas eu de moments. J'ai eu de la chance pour l'instant dans ma vie perso. J'ai pas eu de moments très très durs, tu vois. J'espère pas que ça va arriver, mais j'ai pas eu de. Tu t'entends souvent des histoires d'entrepreneurs aussi où tu as des gens qui ont des points de non-retour, tu vois. Des trucs qu'ils ont fait, ils ont eu un très grave accident et puis ça leur a fait remettre en perspective toute leur vie et puis ça a été le déclencheur d'un nouveau truc. Moi, c'était pas vraiment comme ça, c'était plutôt plein de petits moments. On a parlé des vagues tout à l'heure, bah, plein de vagues, tu vois, différentes. Bah, la vague, elle commence, elle lève, elle commence à se former. Tu paddles pour la prendre, tu la prends, tu vas dessus. Elle est plus ou moins longue, tu arrives plus ou moins bien à la travailler, elle est plus ou moins belle, tu as cru qu'elle était belle, elle est pas belle, tu as cru qu'elle était pas belle, elle est belle, parfois il y a du vent, parfois machin, tu vois, et puis tu t'adaptes, quoi. Mais voilà, pour un moment difficile de ma vie, je pense que on a fait le tour. Top. Donc, souvent, je complète cette question par demander si est-ce que ces moments difficiles, tu les considères comme des échecs? Toi, tu as directement, en fait, à aucun moment tu as dit difficile, tu as dit pénible, tu as dit que tu as beaucoup appris. Du coup, je suppose que c'est pas des échecs, c'est vraiment des apprentissages que tu fais, et c'est le terme que tu pourrais le mettre le plus facilement dessus. Ouais. Bah ouais. Pour moi, les échecs, c'est un sport. Ou c'est un jeu. Mais ouais, échec. Si, bah forcément, parfois tu as des échecs. Par exemple, quand tu perds une compète de golf, bah, tu as échoué. Mais si tu réfléchis plus au high level, tu te dis, bah voilà, ouais, c'est une étape peut-être pour aller plus loin. Qu'est-ce que je peux retirer de cet échec-là, etc. Et tout est une question de point de vue. Et l'échec, c'est que si toi tu le considères comme un échec, que c'est un échec. Je me rappelle quand justement j'ai fini l'entreprise des scooters électriques. Je me rappelle de ma maman qui m'a dit bah voilà, t'as loupé, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, etc. Et je lui ai dit bah non, en fait j'ai pas loupé, j'ai appris plein de trucs, j'ai appris beaucoup plus de trucs que mes autres potes pendant le même temps. Ma courbe d'apprentissage elle est énorme et je vais me relancer dans un truc comme ça. Ça sera pas tout de suite, mais je vais me relancer dedans. Et elle m'a regardé avec des yeux écarquillés, ronds, voilà. Et je pense que là elle s'est dit ok bon, laisse tomber, je le laisse gérer son truc parce que bah, on pense pas pareil. Et c'est pas du tout la même génération, et c'est normal, et je comprends tout à fait. Mais ça montrait bien la différence de mindset entre bah, notre génération, où on est un peu plus baigné dans l'entrepreneuriat, et la génération de mes parents, de ma mère en tout cas, où bah, la réussite sociale, c'était d'avoir un bon job que tu gardes toute ta vie, tu vois. Et aujourd'hui, si tu as fait ce pari-là, à moins que tu sois dans une industrie florissante et qui soit super pérenne, c'est quand même compliqué. Totalement d'accord. Tout est question de point de vue. Du coup, tu as mentionné aussi que, en contrepartie des difficultés ou des moments pénibles, tu as aussi eu des moments de joie ou de fierté, ou je ne sais pas quel terme tu as envie d'utiliser dessus, mais pour toi, quel a été le meilleur moment de ton aventure?
ou quelques moments clés? Ouais, t'as des moments de réussite, ouais, c'est clair, où t'es super content de toi et super fier de toi. Et souvent, j'ai un bon copain qui dit ça souvent, qui dit le bonheur c'est réussite versus les attentes, les expectations. Donc souvent, ce qui se passe, c'est soit t'as des très peu d'attentes et au final il y a un truc très bien qui se passe et là t'es super content. Mais moi, les moments où j'étais le plus fier, c'est quand euh, tu as des grosses attentes, des très grosses attentes, et tu te dis, limite, c'est pas possible, et tu les atteins ou tu les dépasses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça arrive de temps en temps. Pareil, il y a un peu de chance, donc parfois tu as de la malchance, parfois tu as de la bonne chance, et puis fais en sorte de gommer un peu la malchance et puis de saisir toute la bonne chance que tu as. Et ouais, ça arrive de temps en temps. Au début, la boîte de stratégie digitale là, que j'ai montée avec mon patron, là, on a signé des super beaux contrats et puis c'est allé assez vite et puis j'étais très content et pour moi c'était une vraie réussite d'arriver avec en me croyant encore la personne qui savait pas trop vendre, arriver à signer des contrats de cette taille-là et à les honorer et à voir la boîte grandir, etc. Ça c'était vraiment top. Au Brésil, quand je suis arrivé, on a racheté donc une petite société, il y avait une douzaine de personnes. Quand je suis parti un an après, il y avait 40 personnes et on avait fait x4 sur le chiffre d'affaires. Et j'avais une team et tout ça, j'avais des moyens, mais c'était inespéré pour moi au début et j'étais très fier de tout ce qu'on a accompli là-bas. Et voilà. Et, pareil avec le wagon. Le wagon, tu arrives en Suisse, il n'y a personne, il y a une page blanche et c'est à toi de tout écrire. Et puis au bout de 2 ans, quand tu vois que ça tourne, que tu peux te payer un vrai salaire, que tu peux en vivre, que tu as transformé la vie de certaines personnes, que tu as construit une équipe de profs solide, que tu as construit une communauté, que voilà. Ouais. Top. Et du coup, pendant ces moments, je pense que vu que ça se passe très bien, tu te sens pleinement épanoui. Pour toi, ce mot, l'épanouissement, tu arrives à le désigner comment? Quel est qu'est-ce qu'il te faut dans ta vie pour être épanoui? C'est une bonne question. Je ne sais pas si on peut si on peut avoir 100% de la réponse à ça, mais moi, je sais que je suis épanoui quand je suis équilibré. Tu l'as bien compris, je pense, avec toutes les différentes facettes que j'essaye d'avoir dans ma vie. Et et que j'avance dans la bonne direction dans chacune de ces facettes, que ce soit d'un point de vue pro, d'un point de vue perso, d'un point de vue sport, d'un point de vue temps libre pour moi, tu vois. Je sais pas, avec Hélène par exemple, voilà, on est en train de construire une famille, là c'est notre deuxième enfant qui va bientôt naître, on construit quelque chose et ça va dans la bonne direction, tu vois. L'immobilier aussi, on continue à investir, on essaye d'améliorer les biens qu'on récupère, tu vois, que ce soit d'un point de vue travaux, énergie, même d'un point de vue environnement, tu vois, on achète des biens dans des immeubles ou quoi, et on essaye d'avoir des gens, de sélectionner des locataires qui sont bien, qui sont respectueux et de faire évoluer l'immeuble dans le bon sens. Dans le sport aussi, j'essaie de progresser, ça c'est pas forcément une progression toujours d'un point de vue performance, ça peut aussi être d'un point de vue esprit d'équipe. Tu parlais du handball tout à l'heure, voilà, quand tu vas au golf et que tu joues en équipe, voilà, tu essaies de faire en sorte que l'équipe donne le meilleur d'elle et aussi, même si tu perds, ça arrive de perdre, il faut bien qu'il y en ait qui perdent, et quand même qu'il y ait une bonne ambiance et qu'on construise aussi des relations humaines, etc. Donc, ouais, pour moi, c'est ça l'épanouissement, c'est l'équilibre et la direction, d'aller dans le bon sens, tu vois. Est-ce que du coup, le bonheur pour toi, c'est une question d'équilibre? Ouais, je sais pas. Pour moi, le bonheur, c'est plutôt une question de ce qu'on disait tout à l'heure, les attentes versus le réalisé. Donc à toi de gérer comment tu veux, mais je suis pas sûr que le bonheur ce soit le Graal pour moi. Je suis content d'être heureux, mais je préfère progresser et quand même être heureux un petit peu que être tout le temps heureux mais stagner. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. Et pour progresser, je pense que tu peux pas être heureux tout le temps. Parce qu'il faut se mettre dans des situations où ça va être dur, où tu vas devoir apprendre, où tu vas devoir faire des trucs dans l'inconfort, aller faire des trucs que tu n'aimes pas faire,
sur ta to-do list, tu mets d'abord les premiers trucs que tu n'as pas envie de faire, des choses comme ça. Et, mais tu récoltes les résultats après. Et c'est aussi un peu ça le bonheur. Voilà. Merci. Tout au long de ton parcours, à quel point ton entourage proche a joué un rôle important? Je pense tout le temps super important parce que en fait, ton entourage proche, c'est les gens avec qui tu fais des choses. Et donc, c'est ceux qui construisent ton parcours. Il change, il évolue ton entourage proche. Donc, ta famille, en général, elle évolue pas trop. Enfin, même les gens, ils évoluent quand même, mais c'est toujours les mêmes personnes. C'est leur caractère qui évolue ou leurs accomplissements. Mais après, l'entourage proche, quand je vais au Brésil et que j'ai un point hebdo avec mon patron de l'époque qui est le patron du groupe, super influence pour moi. Et sans lui, j'aurais pas fait tout ce que j'ai accompli. Et pourtant, on se voyait une heure par semaine. Mais je le considérais comme mon entourage proche, tu vois. Ta famille, elle te soutient aussi. Ou elle te fait réaliser que tu as raison de penser ce que tu penses. Tu vois, quand tu n'es pas d'accord avec tes parents, parfois, peut-être que c'est juste que tu as une différence de point de vue et c'est OK de ne pas être d'accord. Mais elle pose les doigts sur les choses qui ne vont pas ou sur lesquelles tu n'es pas d'accord et puis elle te permet d'avancer aussi grâce à ça, quoi. Justement, tu parles de mentors. Tout au long de ton parcours, tu as dit que tu en as eu plusieurs. Est-ce que tu en as certains qui sont vraiment sortis du lot et qui t'ont fait évoluer vraiment beaucoup? Et si oui, si tu peux juste expliquer le pourquoi et si tu as envie de les mentionner, tu peux, sinon c'est pas grave. Ouais, il y en a plein. Il y a des mentors de la vie réelle et puis il y a des mentors des bouquins ou des gens que tu vois en vidéo et qui disent un truc qui te reste dans la tête pendant super longtemps. Je vais parler de ceux de la vie réelle. Quand j'étais à l'école d'ingé en 3e année, Éric Langronier, le responsable de Central Entrepreneur, super mec, énorme. Et puis pour nous qui découvrions l'entrepreneuriat, c'était la découverte d'un nouveau monde. On voyait quelqu'un qui avait vraiment réussi, qui pouvait parler de ses vraies expériences, qui avait du réseau, qui pouvait partager. C'était vraiment une belle rencontre pour moi, même si j'avais peu d'échanges personnels avec lui. Mais quand même, c'était un vrai modèle, quoi, tu vois. Après, dans la société d'informatique où j'étais vendeur, le patron de l'époque, Christophe Claudel, lui, c'était aussi un vrai mentor parce que il avait vécu cette épreuve de l'entrepreneuriat, épreuve du feu de l'entrepreneuriat. Donc lui, il s'était pas lancé directement dans l'entrepreneuriat, il avait fait une bonne dizaine d'années, je crois, en tant qu'employé, et puis il avait décidé de se lancer à 40 ans, tu vois, dans l'entrepreneuriat. Et puis, ça se voyait que il avait des idées assez fortes, il savait où il voulait aller, et c'était très inspirant pour moi aussi. Une autre personne avec qui j'étais associé, qui s'appelle Xavier Talent, dans la boîte de stratégie digitale aussi, il y a une mentor assez importante pendant plusieurs années de ma vie. Après, pendant l'expérience du Brésil, Guillaume Postel, qui était le patron de la boîte qui s'appelle Diadeis, une grosse boîte française qui a été rachetée depuis. Donc là, Guillaume aussi, un point hebdo d'1 heure, mais en fait, tellement enrichissant, tu vois. Et voilà, et en fait, à chaque moment de ta vie, tu as un peu tes mentors. Après, voilà, on parlait la dernière fois du bouquin de développement personnel Rich Dad Poor Dad. Je ne sais plus comment il s'appelle, l'auteur Guy Kawasaki, ou je ne sais plus comment il s'appelle. Un truc comme ça. C'est quelque chose comme ça, ouais. Lui, oui, le bouquin, il est très américain, il est très... tout le monde peut devenir riche, prends-toi en main financièrement, machin. Et si tu le lis avec un peu de recul, tu te dis, ouais, ok, c'est un peu gnangnan, un peu à l'américaine, un peu pour vendre, un peu je te fais rêver, et puis il n'y a rien derrière. Mais en fait, moi, c'est le premier bouquin de développement personnel que j'ai lu, et il m'a marqué, ce bouquin. Et ce gars-là, il est un peu fou, mais ce qu'il dit, pour moi, c'était très important à cette époque-là de ma vie. Et il y a d'autres bouquins comme ça, il y a d'autres vidéos, par exemple, ou des talk TED, aussi quand j'ai découvert les talk TED, pardon. Je suis tombé sur Simon Sinek, avec le Why. Tout le monde connaît ça maintenant, mais à l'époque,
ça m'a aussi beaucoup marqué. Merci. Si tu pouvais te donner un conseil à ton toi-même lorsque tu avais 20 ans, tu lui conseillerais quoi? Ah oui, j'avais vu passer cette question-là. Franchement, je vais paraître le Parisien prétentieux qui arrive avec ça. Je sais que c'est pas du tout bien vu ici, et je suis pas comme ça, mais il n'y a pas beaucoup de choses que je regrette depuis que j'ai 20 ans. Donc je pense que le conseil que je donnerais, c'est vraiment d'aller à l'endroit où tu penses que tu vas le plus apprendre. Et avant d'aller à cet endroit-là, se dire, ok, qu'est-ce que tu vas apprendre? Ce que un petit peu j'ai fait, tu vois, et que je cherche toujours à faire. Et je regrette pas mes choix du tout. Après, peut-être que parfois, j'ai été trop tranché dans la manière d'arrêter les choses. D'arrêter l'entreprise de scooter électrique, d'arrêter la boîte de stratégie digitale, etc., etc. Et peut-être que là, je me donnerais un conseil de me dire, ok, peut-être que tu prends des décisions vite et tu peux les appliquer à toi-même rapidement, mais les gens qui sont autour de toi et qui ont bossé avec toi pendant une certaine durée de temps, tu vois, et qui sont aussi impliqués et qui sont des êtres humains, ah ben, eux, ils ont peut-être aussi besoin de temps, et il faut prendre le temps d'expliquer les choses et le temps de faire les choses bien, et d'être un peu moins brutal peut-être là-dessus. Ok, merci. À l'inverse, dans 10 ans, tu seras où? Tu seras toujours en Suisse ou pas? Et tu feras quoi? Ouais, alors j'espère que j'écouterai ce podcast dans 10 ans et que je ne me serai pas trop trompé. Bah, en Suisse, je pense que oui. Parce que j'adore vivre en Suisse. J'adore ma vie à Lausanne. J'adore la mentalité ici, les valeurs, travail, respect de l'autre. Il y a plein de valeurs auxquelles je m'identifie ici. Donc je pense qu'en effet, j'ai trouvé le bon endroit pour vivre et pour continuer à construire. Après, qu'est-ce que je ferais? Je pense que je serais toujours assez diversifié, entre guillemets. Je pense que je ferais toujours de l'immobilier, ça c'est quasiment sûr. Après, d'un point de vue professionnel, je ne sais pas. Il y a plein de domaines qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément la croissance à tout prix et faire des grosses choses. C'est plutôt de faire des choses pérennes ou qui apportent de la valeur et qui sont bénéfiques, tu vois. C'est plus important pour moi que de faire de la croissance à tout va. Donc je me vois mal dans 10 ans avoir monté une start-up et avoir fait une série A, série B, série C, série D, et puis IPO, et puis machin. Je pense pas que ce soit mon truc. Par contre, avoir une boîte ou deux boîtes, tu vois, qui tournent bien avec des produits peut-être locaux ou une industrie très ancrée dans le local, ou peut-être un peu le social, ou tu vois, des choses qui ont du sens pour moi à mon échelle. Ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup et qui m'attire beaucoup. Ce qui est un peu le cas avec le wagon, ça a une portée internationale, mais c'est quand même ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est de construire une communauté locale et d'avoir des gens qui s'entraident dans la tech localement, tu vois. Et ça me convient bien, et c'est pour ça aussi qu'il y a eu cette période de rachat, cet épisode de rachat. C'est pour ça que je suis toujours là. Tous les fondateurs des wagons locaux qui ont été rachetés ne sont pas forcément restés, tu vois. Je vois tout à fait. Du coup, j'aimerais juste qu'on revienne sur un sujet qui du coup m'intéresse. C'est, tu as mentionné à un moment donné pendant l'épisode où quand tu as emménagé en Suisse, tu as eu l'impression d'être dans une culture très très proche de la France, et puis que ça allait bien. Et là, du coup, tu as mentionné que tu aimes bien la Suisse par rapport à différentes valeurs qu'il y a ici. C'est quoi qu'est-ce que tu as vécu, en fait, le changement culturel d'avoir grandi, vécu toute ta vie en France, et d'avoir changé après, je sais pas, 30 ans ou 20 ans en France? C'est quoi les grosses différences que tu vois entre les deux pays? Ouais. Alors, j'ai eu la chance de ne pas grandir qu'en France. Et j'ai eu la chance de grandir dans plein d'endroits différents. Je suis né dans le sud de la France, j'ai grandi
en Normandie, en région parisienne, en Belgique. J'ai passé 3 ans en Belgique. Je suis aussi allé bosser pendant 1 an en Chine. J'ai beaucoup voyagé. J'ai vécu au Brésil. Donc j'ai la chance d'avoir cette culture un peu cosmopolite, mais je suis quand même très français dans mon approche. Et c'est vrai que ça faisait 4 ans que j'habitais à Paris et que je connaissais pas bien la Suisse, pas du tout même. Et en fait, quand tu arrives en Suisse et que tu vois tout le monde parler français, bah, tu te comportes un peu comme si c'était la France. Tu vois. Et en fait, il y a plein de choses, il y a beaucoup de choses qui sont différentes ici. Ne serait-ce que par rapport à Paris. À Paris, si tu veux te faire écouter, bah, c'est un peu cliché, mais il faut parler plus fort que les autres, il faut s'imposer, voilà, tu vois. Ici, la culture, elle est vraiment différente, tu vois. C'est plus policé, entre guillemets, c'est plus... comment dire, sur un pied d'égalité, tu vois. Si tu veux parler et tu as des choses intéressantes à dire, ben, chacun le dira à son tour et puis on échange et puis tu vois. La politique, pour ça, est un vrai révélateur, je trouve. Ou en tout cas, le système politique. En France, c'est très centralisé, très voilà, tu votes une fois tous les 5 ans et puis après chacun, les hommes politiques, ils font ce qu'ils veulent. En Suisse, tu vois, tu as ces 3 niveaux communaux, fédéraux, communal, cantonal et fédéral qui distribuent le pouvoir, je trouve, et les décisions à plein de niveaux différents, qui est super intéressant et qui fait que les gens sont beaucoup plus impliqués dans la vie politique du pays et dans les choix politiques du pays. Donc ça, je trouve super intéressant et j'ai hâte de pouvoir y participer aussi, si un jour j'arrive à ce niveau-là. Il y a plein d'exemples. Culturellement aussi, les premiers trucs auxquels tu es exposé, c'est quand tu arrives en Suisse, bah, tu vas à l'administration, tu vas à l'office des habitants et tu demandes ton permis de séjour. Et tu l'as assez rapidement. Et puis tu peux les appeler ou tu peux leur envoyer des mails et ils répondent. Bon, ça, c'est un premier truc qui est très différent par rapport à la France. Tu cherches un appart aussi. À Lausanne, c'est un peu difficile. On nous avait promis l'enfer, mais en fait, nous, on venait de Paris, donc on a rigolé, quoi. Enfin, on a rigolé. On a fait comme on veut à Paris. On a visité 40 appartes, et puis on a fait des dossiers, et puis on a postulé, on a appelé, on a bien fait notre dossier, et puis on a trouvé des trucs assez facilement. Mais quand même, quand tu as un appart, bah, tu lis le bail, et là, le bail, tu te rends compte que bah, ouais, c'est assez chaud, quoi. Tu dois t'engager pour 5 ans, et puis si tu veux partir, il faut trouver quelqu'un qui reprend le bail, etc. Donc, aussi, ce que tu retrouves aussi dans le droit du travail ici, qui est très à l'avantage, entre guillemets, soit du propriétaire, soit de l'employeur, qui est beaucoup moins le cas en France. Donc, plein d'éléments de culture un peu saupoudrés un peu partout, tu vois, mais super intéressant et qui, je trouve, au final, responsabilise quand même un peu plus les citoyens en Suisse. Ça, je pense, c'est un gros truc. C'est en Suisse, en tant que citoyen, tu es beaucoup plus responsabilisé, que ce soit dans tes choix de politique, que ce soit dans ton respect de tes engagements, bail, quand tu es employé, droit du travail, ton contrat de travail, etc. Et en fait, il y a quasiment que des trucs que je préfère. Donc, je reste français, je suis français dans l'âme, j'ai plein de potes en France, j'ai ma famille en France, j'adore aller en France, je me sens très bien en France, mais j'ai envie de vivre en Suisse. Et ça fait 4 ans que je vis ici, et 4 ans qu'on se dit avec Hélène qu'on est très content d'être ici, et que tous les matins on se dit bah, on a fait le bon choix, on est super content d'être ici, d'élever notre fille ici. Enfin, voilà. Merci pour ce retour sur du coup, ces différences qu'il y a entre la France et la Suisse. On peut faire un podcast que sur ça. Ah oui, alors ça, je pense bien. Moi, j'ai eu une toute petite expérience, parce que j'ai bossé un peu plus de 4 mois à Paris. Et il y a plein de choses qui m'ont surprise. On parlait la même langue, du coup, tu y vas un peu... tout est pareil, mais il n'y a rien qui est pareil. Du coup, c'est un peu bizarre hein, de voir un peu toutes ces différences. Merci. Dernière question, en fait, il reste 2 ou 3 questions. Est-ce que tu as une ressource à partager ? Tu as parlé de livres, de TED Talk, je ne sais pas si tu écoutes des podcasts ou autre. Est-ce que tu as une ressource que tu recommandes ou que tu essaies de partager quand tu le peux ? Ouais, il y en a plein.
En fait, je conseille pas toujours les mêmes ressources aux mêmes personnes et en fonction des problématiques ou des. Si on me demande mon avis, hein, voilà, je suis pas un gourou, hein, donc. Tu peux en donner plusieurs. Ouais, un bouquin, je vais t'en donner un. Un bouquin que j'aime bien et qui reflète un peu aussi cette façon de planifier et de se dire, ok, c'est quoi ma vision, c'est quoi ma mission, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de planifier un peu ma vie, etc. Et donner un sens à ma vie. Tu l'as peut-être lu, c'est The Seven Habits of Highly Effective People. Donc, je ne sais plus comment c'est en français, c'est les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, un truc comme ça. Donc, c'est un peu plus pompeux en français. Ouais. Seven Habits of Highly Effective People. Je ne sais plus comment il s'appelle l'auteur. Quelque chose Covey, C-O-V-E-Y, quelque chose comme ça. Je retrouverai, ouais. Je mettrai le lien. Et en fait, c'est un bouquin avec beaucoup de bon sens. Ça fait un peu liste au Père Noël, les 7 habitudes, tu vois. Mais en fait, c'est assez intéressant à lire et à appliquer. Et moi, ça m'a beaucoup appris. Et en fait, c'est un de ces bouquins, tu sais, de développement personnel que tu peux lire une première fois où tu es dans une certaine étape de ta vie et tu retiens certains trucs et tu le relis 2 ans après. Et en fait, les choses que tu retiens, c'est pas du tout ça. Et des choses quand tu étais complètement passé à côté, ça t'avait pas du tout parlé à l'époque. Et là, c'est ça qui te parle. Et en fait, c'est un bouquin qui vieillit bien, je trouve, ou qui t'accompagne bien dans ta maturation. Ok, ouais, je vois tout à fait. Merci. Quel est ton lieu préféré sur Terre ? Ouais, j'ai vu cette question aussi. Il y en a pas mal. J'adore vivre à Lausanne. Et, j'adore mon appart, j'adore venir ici au wagon, j'adore être au golf ou être au bord du lac, ou aller dans les vignes faire du vélo, ou aller en montagne courir ou faire des marches, des randos, etc. Il y a plein d'endroits que j'aime ici en Suisse. Donc mon lieu de vie, franchement, j'adore. Et je n'ai pas envie de déménager du tout et je me sens vraiment bien où je suis. Il y a un autre endroit auquel j'ai pensé quand j'ai vu cette question que tu m'as envoyée sur Slack. C'est j'ai appris à surfer, alors je n'aurais pu te dire en quelle année, mais je sais pas, 2013 ou un truc comme ça. 2013 ouais, par là. Ouais. Et je suis allé au Maroc pour apprendre à surfer, un petit village de pêcheurs qui s'appelle Imsouane. Alors à l'époque, c'était pas du tout, il n'y avait pas trop Instagram, c'était complètement perdu, il n'y avait pas Internet, il n'y avait que des maisons de pêcheurs, tu vois, etc. Et en fait, c'est un lieu vraiment magique. T'as une grande baie avec une vague magnifique, t'as un côté très océan, t'as un petit port de pêche avec un vieux phare berbère. Et c'est un endroit vraiment énorme. Puis je suis allé beaucoup là-bas au début. Et je m'étais fait pote avec des gens là-bas. Donc j'étais hébergé dans une maison qui donne vraiment dans le village, qui donne sur les 2 côtés la plage et puis l'océan. Et là-bas, j'ai passé des moments extraordinaires. Un endroit que j'adore, qui a pas mal changé, parce que avec l'arrivée d'Instagram, il y a des lieux comme ça qui se sont vraiment popularisés. Il y a pas mal de hostels qui se sont mis là-bas, de camps de surf, etc. Donc ça a un peu changé quand même l'ambiance. Mais pendant 5-6 ans, j'y allais 2-3 fois par an. Et j'adorais. J'ai fêté mon 31e anniversaire là-bas, avec une vingtaine de potes. Loué une très grande maison là-bas à une nana de Casablanca qui nous a gentiment loué sa maison. Et c'était exceptionnel. Top. D'ailleurs, mon fond d'écran est une photo qui a été prise par un photographe professionnel là-bas, que j'ai trouvé, je ne sais plus comment, sur Internet, et qui m'a fait tirer en grand et que j'ai aussi encadré chez moi à la maison. Je te demanderai de la voir la prochaine fois que tu vas faire une présentation au wagon comme ça. Yes. Au long de l'épisode, est-ce que tu as une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée ? Non, je crois pas. Très, très complet. J'étais content d'avoir cet échange avec toi. Je vois qu'on a fait 1h40, c'est ça ? Un peu moins, mais ouais. Voilà. Ouais, c'est assez complet, mais c'est très, très intéressant. J'espère que ça plaira aux gens qui écoutent.
Alors, ça, je pense que oui. On verra si on a des retours. Hein. Et j'ajoute que je suis toujours ouvert à des mises en relation, des prises de contact. S'il y a quelque chose dans ce que j'ai dit qui fait écho à quelque chose que vous voulez savoir, que vous voulez approfondir, si je peux vous aider d'une certaine manière, il ne faut pas hésiter à me contacter. LinkedIn, c'est le mieux, je pense. D'accord. Mais il ne faut pas hésiter. Je suis toujours ouvert à aider et à rendre service si je peux. Du coup, n'hésitez pas à contacter Thibaut sur LinkedIn. Je mettrai le lien dans l'épisode, dans les notes de l'épisode. Dernière question pour toi. Est-ce que tu as un message important à faire passer ? Ouais, écoutez le podcast de Tony. Franchement, c'est top ce qu'il fait. Et lui aussi, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais il a aussi bien pris sa vie en main. Et je trouve que c'est vraiment très bien ce que tu fais. Et je te souhaite plein de bonheur avec ça. Et super content aussi d'échanger avec toi sur les objectifs d'année, etc. Alors, merci beaucoup. Et du coup, je vais te donner l'opportunité. Est-ce que tu as envie de me poser une question à moi ? Vu que ça fait presque plus d'1 heure et demie que je te pose des questions, est-ce que toi, tu veux m'en poser une ? Ouais, bah moi j'ai plein de questions à te poser. Je pense qu'on va débriefer à la fin de ce podcast. Mais peut-être pour reprendre les questions que toi t'as posées, c'est toujours intéressant, je trouve, de savoir c'est quoi les moments très durs que tu as eus ou les moments de grand apprentissage que tu as eu dans ta vie, quoi, tu vois. Alors, le tout premier, je pense que c'est... comme je l'ai dit avant, j'étais assez adapté à l'école jusqu'à un certain point. En gros, j'ai jamais vraiment travaillé jusqu'à la fin de l'école obligatoire, jusqu'à la fin de mon apprentissage. J'ai fait un apprentissage qui était annoncé comme hyper dur et franchement, j'ai vraiment pas beaucoup bossé jusqu'à la fin de ça, donc jusqu'à 20 ans à peu près. Et après, en fait, j'ai voulu rentrer à faire une ES à Sainte-Croix en développement web. Et j'ai pas été pris cette année-là parce qu'il y avait beaucoup de concurrence et c'était souvent des gens qui rataient le PFL ou l'école d'Inge qui en fait arrivaient là. Du coup, au niveau des sélections, j'ai pas été pris. Et j'ai fait une matu à côté. Donc à la place, j'ai fait une matu pour pouvoir rentrer à l'école d'ingénieur après. Et première année de matu, j'ai pris une immense claque, mais vraiment une volée en maths et en physique, alors que c'est tout au long de ma scolarité, c'est les maths qui m'ont... où en gros, j'étais excellent en maths. Et là, première énorme claque où en plus, je m'étais dit, je fais la matu, du coup, il faut que je bosse. Mais comme tu disais avant, c'est un peu les années où j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport. C'est les années, je crois, où j'ai joué à plus haut niveau. Et du coup, je pense que le focus n'était pas bien aligné. Et je me suis pris une immense claque. Je faisais beaucoup trop de choses, je n'avais pas le temps de tout faire. Et du coup, j'ai raté ma matu. Donc, premier un peu électrochoc de dire, ok, c'est pas facile tout le temps. Parce que, tu vois, jusque-là, vraiment, au niveau des études, ça a toujours été assez simple. Donc ça, c'était le premier. Après, j'ai refait une deuxième année, j'ai réussi, j'ai fait l'école d'Inge. Et après, le deuxième, celui-là qui est le plus récent et que je pense est le plus impactant, c'est que, comme tu parlais avec tes parents, un point de vue différent sur qu'est-ce que c'est la réussite ou l'épanouissement ou autre, mes parents ont un point de vue très tranché là-dessus, vu que c'est des personnes qui ont immigré il y a 35 ans à peu près. Du coup, une vision de la vie qui est très orientée sur un besoin à combler, qui est la sécurité, être bien dans la vie, pas avoir de problèmes, pas avoir besoin de penser au lendemain au niveau financier, par exemple. Et moi, étant plus du tout aligné avec ça, enfin, pas plus aligné avec ça, mais vu que j'ai pas grandi dans certains besoins, je pense que j'ai besoin d'autres choses, d'autres épanouissements. Et du coup, mes parents ont toujours voulu que je fasse des longues études pour pouvoir sécuriser quelque chose. Donc, après avoir fait des longues études, j'ai trouvé un emploi. J'ai travaillé 3 ou 4 ans pour une start-up. Ça s'est hyper bien passé. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait là-bas. Mais après 3 à 4 ans, la boîte a changé beaucoup. Et elle a commencé à se structurer, ce qui est normal. Et je me sentais plus aligné en fait en interne. Et du coup, je suis parti, un peu comme tu disais que tu as fait plusieurs fois, où tu prends des décisions un peu brutales, où du coup ça t'impacte toi, mais peut-être un peu autour. C'est que j'y pensais depuis un moment, mais un peu sur
pas sur un coup de tête, mais en mettant sur papier plein de choses, au bout d'un moment, je me suis dit, là, c'est le bon moment de partir. Et du coup, je suis parti et j'ai dû après me démerder pour retrouver autre chose. Et puis du coup, aujourd'hui, je suis freelance. Mais au moment où j'ai annoncé mon départ, j'étais même pas sûr que je voulais devenir freelance. Et le fait de me rendre compte que tout ce qu'on m'a vendu un peu pendant 25 ans, de dire dès que tu seras là, c'est bon, tu seras content, et que tu arrives là et puis que tu n'es pas content en fait, et puis que tu ne te sens pas à ta place, c'est hyper frustrant. C'est pas un échec mais comme tu disais, pour revenir sur ton terme, c'était pénible, tu vois, genre d'être là, de vivre au quotidien, et puis tu es là, en fait je suis pas bien, mais je sais pas pourquoi, parce que je suis censé être bien. Et du coup, c'était un peu les deux gros moments où c'était un peu plus pénible que tout le reste. Mais sinon, à part ça, je crois que, comme toi, j'ai pas beaucoup à me plaindre. Je me suis blessé au sport, mais c'est l'apprentissage aussi de plein de choses. Donc, j'en garde des excellents souvenirs, même de la blessure. Enfin, j'ai pas grand-chose à part ça. Donc, voilà. Intéressant. Je te remercie. Et puis, à tout bientôt. Merci à toi. T'en veux encore ? Et je te propose de te connecter à Thibaut et d'échanger avec lui. Il est hyper dispo, c'est quelqu'un de génial. Je le remercie encore pour son temps. Je remercie aussi la Fondation Inartis de nous avoir prêté les locaux pour enregistrer. Et je te dis déjà à la semaine prochaine pour un épisode solo où je vais t'expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec le podcast, qu'est-ce que je suis en train de faire à côté. Donc mon activité de freelance, te partager un peu mon année 2022, ainsi que mon building public que je suis en train de faire maintenant, et plein de trucs. Donc ne rate pas le prochain épisode. Ciao ciao.